Hello, hello! Bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous allez bien. Alors ce soir, c'est une masterclass un peu spéciale puisqu'on va parler d'amour et donc notamment donc, des choix inconscients que l'on peut faire quand on choisit notre partenaire de vie. Euh, alors suite, je vais le faire. Il En fait, on a oublié de faire un truc avant de se lancer. Donc voilà. Donc là, normalement, faut cacher un écran. il faut cacher un écran et donc là, je Ouais, pense que c'est bon. voilà. Normalement, vous devez nous voir entièrement. Je pense que oui. Alors, donc on va parler d'amour ce soir, de nos choix inconscients par rapport à nos partenaires amoureux. Donc, sur le côté, bien sûr, vous pouvez nous dire si vous avez l'habitude d'être avec nous, si c'est la première fois que vous êtes avec nous. Donc, sur le côté, donc vous avez un chat, donc je pense que c'est de ce côté-là. Et si vous êtes sur le téléphone, c'est en dessous, donc n'hésitez pas à vraiment utiliser ce chat pour être en interaction avec nous. Donc cette masterclass, elle va vous plaire pour plusieurs choses. Si vous avez envie de savoir peut-être pourquoi vous êtes célibataire, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça pose absolument pas de problème d'être célibataire, et pour d'autres personnes, elles peuvent le vivre assez mal. Donc on va voir ce soir pourquoi peut-être qu'aujourd'hui vous êtes célibataire malgré le fait que vous aimeriez bien rencontrer une personne. Également, pourquoi vous tombez peut-être sur des hommes toujours indisponibles. Donc, quand je parle des hommes indisponibles, je parle autant des hommes qui sont déjà mariés, des hommes qui sont mariés avec leur travail, des hommes qui vont pas vouloir forcément s'engager. Donc, et aussi, ça peut être des hommes qui sont indisponibles tout simplement émotionnellement parce qu'ils ne peuvent soit pas aimer, soit parce qu'ils ont une autre femme en tête. Également, cette masterclass, elle va vous intéresser si vous êtes toujours avec des hommes que vous soignez. Donc, vous avez toujours cette habitude de faire l'infirmière avec les hommes qui vous entourent et vous comprenez pas pourquoi. Parce que effectivement, quand on est dans une relation de soignant-soigné, le soigné ne peut pas rester toute sa vie être le soigné. Donc, il y a à un moment donné un changement qui s'effectue dans le couple. Et souvent, c'est à ce moment-là que le couple, en fait, casse, se sépare. Oui, il va pas rester toute sa vie à l'hôpital, quoi. Non, voilà. En Bah, soins intensifs, ouais. le but, non, mais après, on a des hommes qui peuvent être, par exemple, dépressifs, qui peuvent avoir des Ouais. problématiques psychologiques et qui peuvent avoir cette problématique toute leur vie. Ouais, dans ce cas-là, c'est bien, parce que Voilà, mais par exemple, ça peut être des hommes qui vont commencer à se soigner, à aller voir un psy, à aller mieux, c'est là que ça etc. coince. Et c'est là que ça coince. Également, pourquoi vous êtes avec des hommes qui peuvent être fuyants? Pourquoi vous n'arrivez pas, ou à l'inverse, donc d'être avec des hommes qui sont fuyants, ou à l'inverse, d'être avec des hommes que vous n'arrivez pas à vous attacher, hein, parce que ça arrive aussi dans les deux sens, hein, parce que souvent, moi j'entends souvent le retour de femmes qui ont du mal à être avec des hommes qui ont envie de faire couple, etc. Mais il y a aussi des femmes qui ont envie de faire couple, mais qui n'arrivent pas à s'attacher, qui n'arrivent pas à trouver le bon partenaire. Et puis, peut-être aussi que certaines se demandent pourquoi leurs couples finissent toujours mal. D'accord? Il y a des couples, c'est vrai qu'on peut voir des amis, ils arrivent toujours à bien finir leur relation. Et puis peut-être que vous faites partie des femmes qui, à chaque fois, vous finissez une relation et à chaque fois, c'est très compliqué. Pas de son. Je pense que c'est bon, non? Oui, je pense que c'est bon. Euh, donc voilà un petit peu tout de ce dont on va parler ce soir. Donc je pense que dites-moi dans les commentaires si vous vous sentez concerné par une au moins de ces thématiques. Et sachez que pour moi, à mon avis, il y a beaucoup de transgénérationnel lorsqu'on parle d'amour. C'est-à-dire que quand on a des difficultés en amour, c'est très intéressant d'aller voir son transgénérationnel parce que, il y a beaucoup d'explications. Quand on parle du transgénérationnel et de l'amour, quand on choisit notamment notre partenaire de manière inconsciente, hein, on le fait tous de manière inconsciente, on va choisir dans notre partenaire un petit bout de notre père, un petit bout de notre frère, un petit bout de notre frère mort, un petit bout de notre cousin, un petit bout d'un oncle trucmuche. Donc on va en fait choisir notre partenaire, pas du tout par hasard, mais on va vraiment le choisir parce que il a des petits aspects comme ça qui nous rappellent quelque chose de notre famille. Donc il y a peut-être des choses que l'on va aimer chez les gens et qui vont être plutôt porteurs pour nous. Et puis, il y a d'autres choses qui sont ce que j'appelle les autoroutes, où on va aller avec des hommes qui ont des aspects qui sont beaucoup moins glorieux et qui nous attirent quand même. C'est-à-dire qu'en général, quand je discute avec les femmes, elles vont me dire, ah, mais dès le départ, j'avais senti que cet homme, il y avait un truc qui collait pas, qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas, et pourtant j'y suis allée. Donc, quand on est dans ce cas-là, je pense que vous l'avez tous vécu, quand on est dans ce cas-là, alors qu'on a senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas,
c'est qu'on a reconnu ce qui allait pas, mais pourtant on a pris cette autoroute mais je connais cette voie, donc j'y vais à fond. Donc c'est pour ça que vraiment, quand il y a des problématiques, des difficultés en amour, allez voir votre transgénérationnel, vous allez recevoir énormément d'informations sur le pourquoi du comment. Comme je le dis toujours, de savoir le pourquoi du comment, ça ne fait pas tout, mais ça permet déjà de donner une explication. Ensuite, bien sûr, il va falloir aller faire des soins alchimiques, aller faire des actes symboliques. C'est vraiment ça qui va vous permettre ensuite d'aller de l'avant et d'aller briser les chaînes qui aujourd'hui vous enferment ou de changer en fait les choix que vous pouvez faire. D'accord? Euh, Tout ce que je vais dire ce soir, ce sont bien sûr des hypothèses. Ne le prenez pas pour argent comptant. Moi, je ne vois pas là, ici, votre arbre. Je n'ai pas toutes les informations pour lire votre arbre. Donc, ce que je vais vous dire ici, que ce soit dans la première partie, puisqu'on va faire une première partie à peu près de 30-40 minutes, vraiment de contenu pur. Et ensuite, on va faire une partie où je vais prendre vos questions. Donc vraiment, prenez ça comme des pistes de réflexion, comme une autre manière de voir les choses, mais ne le prenez pas comme vrai pour argent comptant, parce que je ne vois pas votre arbre. Si je voyais votre arbre, oui, je pourrais vous dire, là c'est sûr, il y a telle chose, là effectivement, il y a tel truc qui ne va pas. Donc là, ici, ce soir, je vous donne vraiment des hypothèses et des généralités. Et ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, allez explorer votre arbre, ou alors, comme vous le savez, je pense, vous pouvez aussi réserver, commander votre rapport transgénérationnel personnalisé, où là, pour le coup, je vais pouvoir vraiment aller voir votre arbre et vous dire effectivement, il y a telle et telle chose qui sont à surveiller, ou il y a telle et telle chose à transformer. Ce qu'on peut dire, c'est que on peut pas, tu peux pas faire une analyse complète et donner une Non, solution puis la vérité, oui, comme il faut avec 3-4 lignes de commentaires, quoi. c'est ça, exactement. C'est pas Même, possible. même si j'ai beaucoup d'intuition, Ouais, voilà, il ouais, y a, il y a plein de choses en fait c'est qui me ça. manquent. Même si je vous pose des questions, il y aura forcément quelque chose qui me manque par rapport à la vision globale que je pourrais avoir de votre art. Voilà. Donc, prenez comme des hypothèses, des généralités, tout ce que je vais vous dire ce soir. Et ensuite, effectivement, si vous voulez aller plus loin, soit vous le faites toute seule, mais c'est très difficile de le faire toute seule, soit vous commandez votre rapport transgénérationnel personnalisé. Donc, comme je l'ai expliqué, on va faire un peu différemment d'habitude, si certaines ont l'habitude d'être avec nous. Donc, ce soir, je vais faire un peu différemment. On va faire 30 minutes, 40 minutes où vraiment je vais vous donner du contenu. Donc, moi, je vous invite à prendre un petit cahier, à prendre Des plein notes, de notes, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, par rapport aux remarques que vous aurez pu laisser dans le chat ou aux questions que vous aurez pu laisser dans le chat, et puis même après, on va vraiment faire 20-30 minutes de questions-réponses et voilà, pour vous apporter un maximum de réponses, même si elles restent généralistes. Ça peut toujours aider les uns et les autres. Hein, j'essaie toujours, tout de suite, essaye toujours de prendre des questions assez généralistes pour que moi ensuite je fasse une réponse généraliste et que tout le monde puisse entendre et tout le monde puisse récupérer en fait des solutions qui peuvent lui apporter quelque chose. Est-ce que c'est clair pour la manière dont on va faire ce soir et que la manière dont on va euh, réaliser notre soirée? Je vois que Martine pour moi, c'est demande, clair. ce rapport m'intéresse, comment faire? Si vous voulez, on peut mettre le rapport sur le côté. Comme tu veux. Ouais. On Comme va tu mettre le veux. rapport sur le côté. Donc, c'est un bouton vert. Il suffit de cliquer sur le bouton vert. Vous avez moins 40% ce soir. Donc, voilà, vous pouvez cliquer sur le bouton vert et réserver votre rapport si, comme Martine, vous êtes intéressé, en sachant que voilà, ce sera plus facile, en tout cas pour moi, d'aller voir ce qui se passe de votre côté. Et pour Céline qui demande au bout de combien de temps a-t-on un retour après l'envoi du rapport? En général, entre 5 et 7 jours, voilà, et bon, des fois ça peut être 8 jours, donc ne vous inquiétez pas. Si par contre au bout de 10 jours vous n'avez pas reçu votre rapport, là, et que vous m'envoyez un message, c'est que je suis peut-être passée à côté, mais en général je ne passe pas à côté. C'est juste que des fois il y a des rapports qui sont plus difficiles à réaliser, parce que des fois il y a des personnes où l'histoire familiale est assez simple, et puis des fois l'histoire familiale est un peu plus compliquée, donc ça me prend un peu plus de temps à explorer, à comprendre. Oh, bien alors, ce qui arrive aussi régulièrement, enfin régulièrement, de temps en temps, mais ça arrive,
c'est que la personne commande son rapport. Au bout de 2-3 jours, folle de chat. Oui. Ouais. Au bout de 2-3 jours, elle envoie son questionnaire rempli. On analyse, toi tu analyses, et tu te rends compte qu'en fait, il manque des infos. Donc tu envoies un mail, Ouais. le temps que ça arrive, etc. Donc, Oui, bon, ça c'est normal en fait, mais si vous remplissez correctement votre questionnaire dès le départ et qu'il n'y a pas ouais, forcément de questions, voilà, c'est entre 5 et 7 jours et des fois un petit peu plus si ça c'est un peu plus arrive. compliqué. Et puis des fois j'ai aussi un peu plus de rapports que d'habitude, donc là ça peut être aussi un peu plus long. Ça fait 9 jours, Céline. Ok, je vais m'occuper de toi. Demain tu l'auras, je vais aller voir. Ok, je te l'envoie. Je te l'envoie demain. Je le termine et je te l'envoie. Je vais voir où on en est. Et pour Anaïs, oui, tout à fait. D'ailleurs, ce que tu recommandes, c'est de prendre son temps, Oui. parce que ça aussi, c'est des choses qui arrivent de temps en temps, c'est que les gens ont tellement hâte d'avoir Là. leurs réponses. Et du coup, ben, Ils des prennent. fois, En fait, avant la fin de la masterclass, ils déjà ont là. envoyé et ils se rendent compte après, ah, j'ai oublié ça, ah, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Donc, il n'y a pas de problème. On a eu un message il y a pas si longtemps que ça. Quelqu'un nous a dit, m'en voulez pas, si je ne l'ai pas encore envoyé, je vais prendre le temps des vacances pour faire mes recherches. Panto, il n'y a pas de problème. Et effectivement, parce à chaque fois, en fait, quand vous faites la commande de votre rapport transgénérationnel, ça veut dire que vous dites oui à comprendre votre famille. D'accord? Donc, il y a une sorte déjà de porte qui s'ouvre. Et ensuite, vous allez voir, je vous pose des questions très spécifiques pour lesquelles vous avez réponse ou pas de réponse, c'est pas grave, en fait, on s'en fiche. Et derrière, en fait, ça va travailler. C'est-à-dire que vous allez remplir le jour 1, vous allez passer la nuit, puis le jour 2, vous allez avoir de nouvelles informations qui vont arriver, des nouveaux souvenirs qui vont remonter. Donc c'est pour ça qu'on vous dit prenez le temps, vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez sur le questionnaire. Par contre, une fois qu'il est envoyé, il est envoyé. Voilà. Voilà, Marie-Claude, elle prend son temps, c'est parfait. Euh, Patricia, alors ça ne me parle pas du tout. Ton nom de famille ne me parle pas du tout. Envoie-moi un message. Le mail me dit rien Ouais, du tout. ça ne me dit Absolument rien du pas. tout. Donc ça veut dire que tu as eu l'impression de l'avoir envoyé, mais tu ne l'as pas envoyé et tu Pas n'as pas validé. dû nous envoyer non plus un petit message pour nous dire c'est bon, j'ai terminé. Ouais. Donc là, envoie-nous un message, Patricia, et on regardera. Alors, mais oui, et surtout, je sais que vous êtes toutes hyper impatientes d'avoir les réponses à vos questions quand je fais le rapport. Donc j'ai conscience que vous avez envie de vite, vite, vite savoir. C'est une grosse Mais responsabilité. j'ai une grosse responsabilité. Mais des fois, Ouais, ouais. vous me La marquez, pression. voilà, je te fais confiance, j'ai vraiment envie de savoir et tout. Je me dis, oh purée, La j'ai de pression. la pression. Bon, alors ce soir, on est là pour l'amour. Donc, donc ici aussi, par rapport à l'amour, donc vous avez compris les bases, c'est que souvent on va aller chercher donc une partie de notre père, de notre grand-père, de notre oncle, de notre frère, etc., dans nos relations amoureuses. Et également, ce que l'on peut faire, c'est faire des modèles, c'est-à-dire essayer de faire le même modèle que nos parents, le même modèle qu'un oncle et une tante qui nous inspiraient, etc. Et puis aussi, on peut faire des contre-modèles, c'est-à-dire dire, ah mais moi, alors je ne veux pas du tout vivre le même couple que mes parents, donc je vais faire l'opposé. Mais dans tous les cas, quand on est dans la loyauté ou quand on est dans la rébellion, ça parle de transgénérationnel et le but, en fait, c'est juste de mettre en paix les choses. Donc, quand on est en rébellion, on est en colère. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas en paix avec ce qui se passe dans la famille. Donc, le but, ça va être de mettre de la paix dans notre relation, dans notre couple et donc aussi de notre manière de faire couple, notre manière de choisir notre partenaire. Par exemple, si donc soit vous allez faire le même le modèle, ah j'avais des parents qui s'aimaient tellement, etc. Donc j'ai envie de faire la même chose. Et puis peut-être que vous avez eu des parents qui s'aimaient pas du tout, où c'était tout le temps des piques, des batailles, des disputes. Et vous vous dites, ah ben non, mais moi jamais je ferai comme mes parents. Sauf que dans un couple, on sait très bien qu'il y a à la fois quelque chose qui peut être très tranquille, où tout se passe bien, etc. Comme parfois des moments où il y a des vagues, des moments où ça va moins bien. Donc, les personnes qui idéalisent le couple se disent, oh là là, on est en train de s'engueuler, etc. Oh, c'est la fin de mon couple. D'accord? Donc là, il y a une mauvaise interprétation. Il y a cet idéal qui est tellement présent euh, de je dois faire couple et je dois jamais m'embrouiller. Et puis de l'autre côté, donc il peut y avoir les couples où on est toujours en train de se disputer. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi de normal. Et que dès que je tombe sur un partenaire où c'est tranquille, où c'est fluide, etc.,
ça me fait peur et donc ça correspond pas à mon modèle dans lequel j'ai été élevée. Ça, Donc on l'a déjà entendu, hein. voilà, donc ça, Des gens qui disaient quand ça va trop bien, tout ça, c'est monotone, c'est chiant, c'est. c'est ça. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à observer déjà, est-ce que vous aviez, quand vous étiez petite ou même encore aujourd'hui, des modèles de couple, notamment dans votre famille? Est-ce que c'était le modèle de vos grands-parents ou le contre-modèle de vos parents, etc., etc. Donc ça vous donne déjà des informations sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, et puis ce que vous avez vécu aussi hein, dans votre vie au niveau amoureux. Le rôle du couple, donc souvent j'en parle dans les masterclass, c'est que le couple, en fait, aujourd'hui, nous, on le voit très romantique, très poétique. Ah, je t'aime, on se rencontre et puis on va s'aimer jusqu'à la fin de nos jours, etc. Il faut bien imaginer qu'en fait, au niveau de la famille, au niveau de l'énergie, de l'amour, c'est pas du tout ça. En fait, un couple, il est fait pour perdurer, pour faire perpétuer en fait le clan, d'accord? Un couple est là pour faire des enfants et en faisant des enfants, on va transmettre le patrimoine, on va transmettre l'héritage. Autant l'héritage du nom que l'héritage, en fait, des biens, des terres, de l'argent, des talents aussi, hein. Donc, voilà. Donc, le couple, à la base, il est vraiment fait là, il est vraiment là pour faire tout ce qui est en lien avec la descendance. C'est tracer la descendance. Et aussi, pourquoi je parle de tracer la descendance, on voit bien aussi la différence entre les enfants légitimes et les enfants illégitimes, d'accord? Donc là, il y a aussi deux catégories bien différentes entre les enfants qui sont reconnus, qui sont d'un mariage légitime, et puis les enfants illégitimes qui viennent en fait d'une union qui est totalement cachée, illégitime, etc., au niveau de la société. Donc, à la base, depuis des générations et des générations, le couple se marie pour faire des enfants légitimes. Donc on en retire quoi, pour nous aujourd'hui? C'est qu'il y a toujours, en fait, en général, dans toutes les familles, cette sorte d'injonction de devoir être en couple. Donc c'est pour ça que certaines femmes peuvent être célibataires, se sentir bien célibataires, et pourtant peut-être se sentir mal parce que la société, parce que la famille, parce que la loyauté dit, tu peux pas être toute seule, il faut que tu sois en couple. Donc aujourd'hui, c'est encore très difficile donc de choisir d'être célibataire. Souvent, les personnes se disent, oh ben là, je choisis d'être célibataire, mais juste pour quelques mois, puis après on verra. Également, donc à l'époque, c'était le choix imposé dans la famille. Vous allez voir que tout à l'heure, ça a une importance, d'accord? C'est-à-dire que on ne fait pas rentrer en guillemets n'importe qui dans la famille. Et ça, on le vit encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des relations qui vont être euh, pas forcément passagères, hein, des relations qui vont être longues, mais il ne va pas y avoir d'engagement de mariage. Parce que dès qu'il y a engagement de mariage, c'est en quelque sorte, on autorise l'autre à rentrer dans la famille. Et donc, vous allez voir tout à l'heure, je vais en parler après, de l'histoire du mariage et de l'appartenance. D'accord? Ouais, c'est que ça, c'est un cran supérieur, quoi. Voilà, ça va un cran supérieur et donc c'est vraiment important que le partenaire corresponde à la famille. Ouais, aussi, ouais. D'accord? Et c'est pour ça que des fois, on peut être très longtemps avec une personne et ne pas se marier avec elle parce qu'en fait, elle ne va pas correspondre à ce qu'attend la famille. D'accord? On va le voir après parce qu'il y a toujours aussi le contre-exemple avec la rebelle. La rebelle qui va choisir quelqu'un justement qui ne va pas du tout être accepté par la famille. Voilà, puis après j'en ai parlé, donc il y a toujours aussi dans cette idée donc, de couple, de perpétuer le nom, de l'héritage, soit par les talents, soit par une entreprise, soit par des biens, soit par de l'argent. D'accord? Donc ça, c'est vraiment à la base le rôle du couple, et c'est ce que l'on nous a inculqué, parce que c'est des choses qui viennent de génération en génération et qui sont très fortes. Le mariage, c'est quelque chose de très fort. Nous, quand on s'est mariés, à la base, on s'est marié, en guillemets, juste pour faire une immigration. Et en réalité, le jour du mariage, j'ai senti vraiment l'énergie du mariage. J'ai compris ce que c'était Ouais, que carrément. de se marier. Ouais. Et j'en avais pas du tout conscience parce que pour moi, dans ma famille, le mariage, c'est pas quelque chose non plus d'imposé, d'important, etc. Mais le jour de notre mariage, j'ai vraiment senti au niveau énergétique
que je rentrais en fait dans un portail en fait, qui était le portail du couple. Voilà. Ouais, c'était pas anodin, Donc, quoi. c'était pas anodin en fait comme énergie. Ouais. Donc je ne sais pas si vous avez vécu ça pour celles qui ont été mariées ou qui sont mariées, mais il y a vraiment quelque chose qui change, il y a vraiment une énergie. Et donc justement, par rapport à cette histoire de couple et de mariage, il faut imaginer que le partenaire qui entre dans votre famille vient apporter du sang neuf. Et le sang neuf est très important dans la famille, dans un clan qui est sain. Hein, je parle bien d'un clan qui est sain ici. Hein, je ne parle pas de gens qui vont se marier avec leur cousin germain et je ne sais pas quoi. Mais vraiment, un clan qui est sain va toujours demander à avoir en fait du sang neuf. Hein, parce que le sang neuf, c'est la santé du clan. Euh, et en même temps, quand on apporte du sang neuf, ce sang neuf va toujours être un peu étranger à la famille. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la pièce rapportée. D'accord? Le partenaire dans votre famille va toujours être plus ou moins considéré comme la pièce rapportée. Et inversement, vous, dans la famille de l'autre, vous allez être la pièce rapportée. D'accord? On va le voir après pour ceux, par exemple, qui vont prendre leur gendre pour leur fils ou leur belle-fille pour leur fille. Là, il y a un mélange des genres. Mais quand on est dans un clan sain, je parle toujours d'un clan sain, il va y avoir toujours un peu une sorte de dissociation, de différence entre celui qui vient de la famille et celui qui est extérieur à la famille et qui vient dans la famille. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre. Et par exemple, je me souviendrai toujours, j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, 25 ans, quelque chose comme ça, Il y a 3 ans, quoi. il y a 2 3 ans. Je vais chez le notaire pour un truc, pour je sais plus quoi. Et en fait, le notaire m'a vraiment expliqué que dans les textes de loi, dans la manière de procéder au niveau de, de ce qu'on fait des biens, de comment on lègue les biens, etc., etc., il m'avait dit jamais on donne les biens en fait à l'extérieur. Donc, par exemple, aujourd'hui avec Mathieu, on est mariés, donc je peux léguer en fait à Mathieu parce que même si c'est la pièce rapportée, il fait partie du clan. Mais par exemple, de faire un don, faire un testament auprès, par exemple, d'un compagnon avec qui je ne suis pas mariée, etc. Il me disait, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait, qu'on ne recommande pas. Parce que c'est toujours le risque de se séparer, de divorcer, etc. Enfin, plutôt de se séparer, parce qu'après le divorce, c'est bien structuré. Mais en tout cas, quand l'autre n'est pas reconnu, en fait, dans le clan, c'est très compliqué pour un notaire de vous faire certains papiers. Ou en tout cas, il va vous mettre en garde. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est hyper important pour le clan d'avoir du sang neuf, mais en même temps, quand on est le sang neuf, bah, c'est toujours difficile de se sentir dans le même moule en fait que la famille. L'intégration est toujours difficile parce qu'il y a toujours une différence. En même temps, ça évite la consanguinité. Et en même temps, c'est hyper important. C'est Et pour oui. ça que je disais, un clan sain va toujours aller Ouais. chercher un sang neuf, un sang qui n'est pas connu. Euh, donc voilà. Donc, alors, ce qui va être difficile quand on va choisir notre partenaire, tout ça, c'est inconscient, hein, bien sûr. Ce qui va être difficile pour notre recherche en fait du partenaire, c'est que on va chercher qui est donc quelqu'un de différent, puisque c'est quelqu'un qui est du sang neuf, et en même temps, on va devoir trouver quelqu'un qui ressemble quand même un petit peu à notre clan, pour que cette personne soit acceptée dans notre clan. Donc, on ne va pas pouvoir choisir quelqu'un quand même de complètement à l'opposé de notre famille. Donc, il va falloir composer. Donc, il va falloir trouver quelqu'un qui est sans neuf et en même temps quelqu'un qui va pouvoir embrasser les codes du clan dans lequel nous, on a grandi. Donc, ça se passe que de notre côté. Mais imaginez-vous que de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Votre partenaire, lui, il doit trouver une femme donc sans neuf qui n'a rien à voir avec la famille et en même temps une femme qui va respecter plus ou moins de codes ou plus ou moins de valeurs importantes pour la famille pour pouvoir être acceptée par la famille. Et ça, vous allez me dire, purée, mais non, moi je ne réfléchis pas comme ça, etc. Oui, c'est normal, vous ne réfléchissez pas à ça puisque c'est inconscient. Donc c'est vraiment des choix que l'on fait, hein, c'est une manière de fonctionner
qui est tout à fait indépendante de notre manière de réfléchir, hein, de notre réflexion. Et effectivement, par exemple, quand on a une personne qui est très loyale par rapport à son clan, elle peut avoir vraiment peur de présenter la personne, hein, de présenter son partenaire, parce qu'elle se demande est-ce qu'elle va vraiment répondre au code du clan et est-ce que cette personne va pouvoir être acceptée par le clan. Et donc, il va falloir faire en sorte que cette personne donc, ressemble un petit peu au clan, mais aussi qu'elle ne vienne pas faire de l'ombre, par exemple, au patriarche. Donc, imaginez, dans votre famille, ce sont des personnes qui sont assez leadership, qui sont de l'avant, qui sont entreprenants, entrepreneuses, etc., je ne sais pas quoi. Et vous rencontrez quelqu'un qui est de sang neuf, mais en même temps qui respecte les codes de votre famille, par exemple quelqu'un d'entreprenant, qui connaît bien un petit peu le business, etc. Vous l'amenez dans votre famille, donc là vous vous dites est-ce qu'il va être accepté ou pas. Et si votre partenaire, il est très, très puissant d'un point de vue entrepreneurial, il est très puissant au niveau de prendre des initiatives, etc., etc., il peut faire de l'ombre, en fait, par exemple, au patriarche, ou il peut faire de l'ombre à votre frère qui est un peu tout puissant dans le business, etc. Donc, ça ne va pas fonctionner non plus. D'accord? Donc, c'est pour ça que, inconsciemment, on va vraiment choisir des gens qui vont être à la fois différents, mais en même temps qui vont pouvoir s'adapter à la famille et en même temps qui ne vont pas faire de l'ombre à une personne ou plusieurs personnes de la famille. Ça fait pas mal de critères. Et ça fait pas mal de critères. Ça fait beaucoup de critères même. Et pour celles qui sont rebelles, j'ai vu un truc là, c'est tout à fait moi la rebelle pour Delphine. Toi aussi, tu as ton petit lot. Donc, vous voyez, j'étais en train de décrire un peu la loyale, hein, la femme qui veut être loyale par rapport à son clan, ce qu'on est tous à 80%. Après, il y a effectivement des personnes qui vont être rebelles, c'est pas mieux, hein. Ici, on va choisir vraiment quelqu'un qui va être opposé au clan. Donc, on va faire, entre guillemets, exprès de choisir quelqu'un qui est à l'opposé de notre clan. Donc là, par exemple, je dis n'importe quoi, on est dans une famille très intellectuelle, très je sais pas de quoi, et puis très dans la matière, qui travaille, etc. Et puis on va aller choisir en fait un homme qui lui est très spirituel, qui fait des méditations pendant 10 heures par jour, qui va pas forcément travailler, mais qui va vous dire que le plus important, c'est pas le matériel, mais que c'est l'être et l'âme, etc. Qui prend de la drogue. Qui peut prendre de la drogue, mais peut prendre de la drogue de l'autre côté en coco pour donner du boost. Bon, bref. Donc, on va choisir quelqu'un qui est vraiment opposé, en fait, à la famille. Euh, et donc, ici, on va avoir cette impression d'être plus libre par rapport au clan en disant, ben, débrouillez-vous, comptez pas sur moi pour vous apporter une personne qui va ressembler à votre clan, qui va s'adapter, mais en même temps qui va pas faire d'ombre. Moi, je vous choisis une personne qui est à l'opposé de nous. Voilà. Et puis, vous le prenez tel qu'il est. Et puis, c'est surtout aussi souvent une personne qui va aider la personne à se rebeller elle-même. C'est-à-dire que si la personne, elle vient d'une famille très cartésienne, très logique, très concrète, et que elle, c'est pas quelque chose en fait qui la botte, mais en même temps, elle peut pas vraiment s'en détacher. Donc, elle a souvent fait, par exemple, des études très poussées d'ingénieur, etc., etc. Hop, elle rencontre cet homme qui est totalement spirituel, c'est l'âme d'abord, on s'en fiche de l'argent. Elle va aller vers cet homme, donc elle se dissocie complètement de son clan, et en plus cet homme va lui donner de l'énergie, du poids, de la puissance, en quelque sorte, pour pouvoir vraiment, elle, s'exprimer et dire à ses parents, ben voilà, vous m'avez fait faire des études d'ingénieur et de je sais pas quoi, mais en fait, ben, moi, ce que j'aime, c'est faire du yoga et de la méditation toute la journée, point barre. Donc ça va lui donner, en fait, une sorte d'appui pour faire sa rébellion. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette première partie du choix. Euh, on peut aussi, alors là, ça va être un peu un gros mélange, mais par exemple, ça peut être, par exemple, si votre père n'a pas eu de fils alors qu'il aurait voulu avoir un fils, vous apportez donc le sang neuf dans votre famille, et s'il correspond donc à tous les critères que j'ai donnés au départ, le père peut prendre en fait son gendre pour son fils.
Donc là, il va y avoir un problème en fait de place, d'accord? Donc ça, c'est hyper important, je le répète toujours, mais en transgénérationnel, c'est très important que chacun ait sa place. Donc si le gendre est un gendre, il doit rester à sa place de gendre. Si c'est le fils, il doit être à sa place de fils. Et s'il n'y a pas de fils, ben, il n'y a pas de fils et être en paix avec son destin. Donc ça, c'est important aussi, hein, de ne pas mélanger les genres, c'est-à-dire qu'il y a aussi souvent des femmes qui, quand le fils a une petite amie, ah, tout de suite, je vais la prendre, c'est la fille que j'ai jamais eue, etc. Et pareil, ça fait en fait des gros mélanges parce que ben, la belle-fille n'est pas à sa place de belle-fille, mais à la place d'une fille, mais qui n'existe pas. Ouais, c'est intéressant, ouais, j'ai jamais pensé à... Ouais. Ouais. Et par exemple, j'avais marqué ce qui peut se passer, c'est aussi la fille par loyauté. Elle sait plus ou moins, elle sait que ça existait, c'est-à-dire que sa mère avait un frère qu'elle aimait beaucoup, et ce frère est décédé, par exemple, à l'âge de 8 ans dans un accident un peu tragique. Donc ça, c'est l'histoire de la famille. Et puis la fille, elle, est en âge de rencontrer un homme. Et disons que le frère de la mère s'appelait Léon, par exemple. Eh bien, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rencontrer un Léonard, ou peut-être un Léon même, directement. D'accord? Et donc, elle va choisir en fait cet homme pour pouvoir le ramener dans le clan, pour dire, maman, regarde, je t'ai pas oublié, je ramène ton frère. D'accord? Donc, observez aussi les prénoms. Les prénoms aussi par exemple, c'est possible aussi que vous ayez choisi, par exemple, un homme qui s'appelle qui a le même prénom que votre père. Donc là, c'est un truc un petit peu incestueux. Donc c'est vraiment tout ça. Regardez aussi les prénoms parce que on peut avoir beaucoup d'informations sur la manière dont on fait nos choix et qu'est-ce qu'on a envie de rappeler au travers de nos choix amoureux. Donc là, par exemple, dans ce que je disais, eh bien ici, la femme, elle va choisir, par exemple, un Léonard pour rappeler son oncle qui est décédé à 8 ans et qui s'appelait Léon, et dire à sa mère, regarde, je n'ai pas oublié ton frère, et d'ailleurs, je te le ramène. D'accord? Tout ça, c'est inconscient. D'accord? C'est inconscient. Ne me dites pas, ah oui, mais comment on peut faire, etc. Si vous tombez amoureuse d'un Léonard pour ramener un Léon dans votre famille, c'est comme ça. D'accord? C'est une sorte de réparation. C'est juste, ayez conscience, en fait, à un moment donné, de poser les choses et de comprendre. C'est bon? Tout le monde suit? Moi, j'ai décroché. Ah, t'as décroché, merde. Donc pour les questions, vous pouvez les poser ici, je les prendrai plutôt après, d'accord? Mais vous pouvez poser vos questions si vous en avez envie. Là, c'est vraiment, j'ai envie de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez comprendre un petit peu le sujet et de voir la profondeur de ce sujet. Parce que c'est juste, ici, je vous donne quelques petites infos dans la manière dont vous pouvez réfléchir votre couple ou la manière dont vous choisissez vos partenaires, qui n'est pas du tout, du hasard, c'est vraiment toujours guidé par quelque chose, soit par de la loyauté, de la réparation, de la rébellion, du remplacement, voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a toujours du transgénérationnel qui est caché derrière nos choix. Alors ensuite, on peut avoir par exemple des couples mixtes, d'accord? Donc des couples où on n'a pas la même couleur de peau, des couples où on n'a pas la même religion, des couples où on n'a pas la même culture, voilà, où on voit il y a vraiment de véritables différences. Donc je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez déjà créé ce genre de couple, donc comment on appelle ces couples euh, voilà, enfin des couples mixtes, voilà, on appelle ça des couples mixtes. Oui, je crois. Sinon, je ne vois pas d'autres termes. Non, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, les couples mixtes. Donc posez-vous la question, est-ce que vous avez été déjà dans un couple mixte ou est-ce que vous êtes aujourd'hui dans un couple mixte? Et donc ça veut dire donc une différence donc dans la couleur de peau, une différence au niveau de la religion, au niveau de la culture, etc. Donc vous l'avez compris, on est de toute façon attiré par quelqu'un qui est différent, donc un sang neuf. Donc vous allez me dire, bah, c'est pas déconnant en fait d'avoir envie d'être avec une personne. Par exemple, si moi je suis couleur blanche, j'ai envie d'être avec peut-être quelqu'un qui a une peau noire. Bon, pourquoi pas? Ça rime avec ce que j'ai dit auparavant. Euh, et ici, en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est finalement pourquoi. Parce qu'il y a des gens, eh ben, ils vont juste se dire, je vais choisir, par exemple, quelqu'un qui, pour le coup, il y a beaucoup de couples qui sont comme ça, c'est-à-dire même couleur de peau, même religion et même culture, hein. La plupart du temps, des couples, c'est Ah oui, ça. oui, On est c'est d'accord, en hyper. réalité.
Donc, ici, on peut se poser la question de pourquoi je vais, par exemple, être attirée par un homme qui a une autre couleur que la mienne. Donc ici, on va se poser la question de est-ce qu'il y a un ancêtre qui est parti dans un pays? Donc par exemple, si je suis attirée par les Asiatiques, est-ce que j'ai un ancêtre qui est parti en Asie? Si par exemple je suis attirée par la culture indienne, etc., puis que je suis avec un Indien, est-ce qu'il n'y a pas un ancêtre qui à un moment donné a été en Inde et il a aimé l'Inde, etc. Donc ça, posez-vous la question. Et quand je parle d'ancêtres, hein, je parle de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, hein. Il n'y a pas besoin de remonter non plus à des générations et des générations. Mais de se poser la question, est-ce qu'il y a un ancêtre qui est parti à la guerre, qui est parti au travail, qui est parti en voyage et qui est parti donc dans certains endroits du globe et qui aurait pu avoir peut-être après quelque chose qui, d'un point de vue amoureux, ne s'est pas bien fini. Par exemple, pendant la guerre, il est possible que votre arrière-grand-père soit tombé amoureux d'une femme, je ne sais pas moi, sénégalaise. Et malheureusement, pour des histoires culturelles, pour des histoires du fait qu'il devait rentrer en France, etc., la relation amoureuse n'a pas pu continuer. Mm. Donc posez-vous cette question-là. Euh, c'est souvent ça, c'est-à-dire c'est des histoires d'amour qui ne peuvent pas, Il est qui trop ne mignon. peuvent pas Il y a continuer. Monsieur Peluche qui est installé Monsieur là. Peluche, il est là, mais Il est trop il est en mignon. barbacoa, mais il fait trop rire. Il, vraiment, si je pouvais prendre une photo, je prendrais une photo pour vous l'envoyer. Il est trop marrant. Donc voilà, donc en tout cas, posez-vous la question de est-ce qu'il y a un ancêtre qui est parti dans un pays et il a laissé quelque chose en fait dans ce pays qu'il n'a pas pu vivre totalement. D'accord? Mais quelque chose qui n'a pas pu se faire jusqu'au bout. Ensuite, ça peut être des ancêtres qui ont fait un exil, d'accord? Donc, qui sont partis d'un pays pour venir, par exemple, en France, comme ici, je parle plutôt à des Français. Euh, donc, qui a quitté son pays natal pour des raisons X et Y pour venir en France. Donc, ici, c'est quelque chose qui va peut-être pas être dit, hein, parce que des fois, les exils ne sont pas dits. Donc, des fois, deux, trois générations plus tard, on n'est pas au courant qu'il y avait un ancêtre qui était d'origine de l'Amérique centrale ou ce genre de choses. D'accord? Donc, ou par exemple, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais par exemple, après la guerre, il y a énormément d'Allemands qui avaient collaboré, qui sont partis en Argentine, au Paraguay, etc. Quand on arrive en Argentine, au Paraguay, les gens sont blancs, hein. Donc on ne peut pas savoir si nos arrière-grands-parents travaillaient pour la Gestapo, etc. Est-ce qu'ils ont fui l'Allemagne pour venir ici en Argentine pour pas être jugés? Donc ça, on peut des fois ne pas le savoir, parce qu'en plus, c'est des tabous, c'est des non-dits, c'est des secrets de famille. Donc voilà. Donc posez-vous cette question-là. Qui a fait à un moment donné un exil? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de retrouver ces racines-là. Euh, et donc, bien sûr, l'exil, pourquoi c'est important en amour, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un dans ce pays qu'on a laissé, hein, parce que même si on était amoureux, etc., il a fallu qu'on s'en aille pour des raisons économiques, pour des raisons de guerre, pour des raisons d'obligation, et donc on a laissé notre amour sur place. Donc, nous, en tant qu'héritiers, eh bien, ce qu'on va faire, c'est faire une réparation. Donc toi, tu n'as pas pu vivre ton amour avec cette Sénégalaise. Ben moi, t'inquiète, je vais aller chercher en fait cette Sénégalaise pour pouvoir réparer ce que toi, tu n'as pas vécu. Voilà, d'accord? Et puis également, un autre point à observer, c'est l'inceste. C'est-à-dire que quand dans une famille, on va chercher du sang neuf, mais d'une autre religion, d'une autre couleur de peau, d'une autre culture, c'est qu'il y a souvent un inceste. Pourquoi? Et pas un inceste, mais des incestes. Pourquoi? Parce que on comprend que notre propre sang, notre propre clan est dangereux, d'accord? Notre propre clan est dangereux puisque en fait, ça peut être le père, l'oncle, le grand-père, etc., qui inceste la personne. Donc, pour éviter ça, hein, c'est vraiment inconscient, hein. Pour éviter ça, on va aller chercher un autre clan qui est vraiment, mais n'a rien à voir avec notre clan. Donc, souvent ici, on va choisir une personne qui n'a pas la même couleur que nous, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas la même culture, etc. Ouais, pour être Au vraiment moins, on est sûr. sûr, on est en sécurité. Ça. D'accord? L'inconscient se dit,
Si je vais chercher quelqu'un qui a du sang neuf et qui n'a absolument rien à voir avec mes origines, alors je vais être en sécurité. D'accord? Euh, donc ça, c'est important de vous poser aussi cette question-là. Tout ça, ce sont des pistes hein, d'observation, de questionnement, mais ça vous donne vraiment déjà des informations. Également, il y a les métiers avec les mariages d'intérêt. Donc à l'époque, comme je l'ai expliqué au début, hein, on faisait des mariages arrangés. Les mariages arrangés, c'était des mariages d'intérêt. Moi, j'ai pas envie que mes terres soient divisées. Toi aussi, tu as des terres. Vas-y, on marie nos enfants ensemble. Au moins, ils auront de grandes terres, etc. Donc ici, donc on est empreint de ça. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la même chose, nous, mais on est empreint de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple, si on avait par exemple, si on a nos parents qui ont une grande entreprise qui fonctionne très bien, etc., et que nous, on est, par exemple, l'aîné, donc on va être l'héritière de cette entreprise, on ne se sent peut-être pas forcément capable de gérer cette entreprise toute seule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va inconsciemment choisir un homme qui, lui, va peut-être avoir les épaules, ou qui va être un petit peu entreprenant, ou fort en entreprise, en gestion, etc., et donc qui va pouvoir aider par exemple l'aîné, à récupérer et à reprendre le flambeau de l'entreprise. D'accord? Donc ici, c'est pas un mariage d'intérêt parce que c'est vous qui choisissez la personne, mais vous allez la choisir de manière inconsciente pour que ça réponde à un besoin de la famille, c'est-à-dire reprendre la grosse entreprise dont vous allez hériter et que vous ne saurez peut-être pas tout faire tout seul parce que peut-être que vos parents ont créé cette entreprise ensemble, à deux, et donc vous vous dites, bon, bah, si je veux reprendre cette entreprise, inconsciemment, bah, il faut que je trouve quelqu'un qui va pouvoir m'aider à récupérer cette entreprise. C'est que de l'inconscient tout ça. Également, on peut faire des sortes d'hommages. Donc par exemple, je dis n'importe quoi. Si vos parents avaient des vignobles, étaient vignerons par exemple, eh bien vous allez choisir un homme qui va s'appeler vigneron ou vignot, vignoble ou des choses comme ça, qui vont être en lien avec les vignes ou le chai, tu vois, les prénoms, les noms de famille chai. Et au moins, ben vous allez prendre le nom de votre partenaire et vous allez rendre hommage en fait au travail de vos parents qui étaient à l'époque vignerons, d'accord? Donc tout ça, ça peut paraître bizarre, mais c'est ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire des mariages d'intérêt. Donc aujourd'hui, c'est vu différemment, hein, ça n'a rien à voir, mais on voit qu'il y a toujours en fait cette dynamique qui est là, et donc notre inconscient va répondre à cette dynamique-là. Ce qu'on va faire aussi dans les mariages d'intérêt inconscients, de ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est par exemple si vous aviez votre maman qui était toujours malade et que vous n'arriviez pas, que personne n'arrivait à la soigner, que donc vous avez été à son chevet, vous êtes inquiété pour votre maman, etc. Eh bien, il est possible, par exemple, si vous êtes dans une fratrie, il est possible qu'il y en ait un, qui est un des frères, ou même vous, que vous décidiez en fait de vous marier avec un médecin. D'accord? Parce que inconsciemment, vous allez vous dire, je vais trouver en fait un homme qui va être médecin, qui va peut-être pouvoir sauver ma maman. Et même si la mère est décédée, vous pouvez aussi faire ce genre de choix parce que c'est tellement fort, c'est tellement énergétiquement, émotionnellement câblé chez vous que vous allez choisir en fait un médecin, même si la personne est déjà décédée. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de vous dire aussi, de regarder cet aspect des mariages d'intérêt qui sont plus exactement comme ils étaient avant, mais il y a toujours cette énergie qui est présente. Tu me fais un mariage d'intérêt, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Nous, c'est nous. Pour ta génétique. Ouais, non, nous, Parce que j'ai vu, parce que j'ai vu un commentaire qui me disait, j'ai choisi le mari de mon fils, le mari de, enfin, le père de mon fils pour sa génétique. D'accord, ça veut dire quoi? Je sais pas. Ouais, parce que la génétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai les yeux marrons, je vais choisir quelqu'un qui a les yeux bleus ou quelque chose comme Ah, ça. la génétique La te génétique, convient, quoi. bah, la génétique, ça veut dire les traits, je sais pas. Qu'elle nous Ouais, les dise. performances, les capacités, peut-être, hein, Oui, tu vois, c'est un tout, hein. oui, ben, nous par exemple, on le voit, par exemple, toi, tu as une super endurance que moi je n'ai pas du tout. Voilà, donc ça. Toi, du coup, tu as un cerveau pour deux.
te compense, quoi. Mais Parce que nous, tu parles toujours de mobile dans transgénérationnel, tu vois, c'est pour ça. Je me suis permis. c'est con. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, c'est vrai que ce qui est fou, c'est que on s'est choisi alors que on n'avait vraiment pas conscience de ce qu'on allait vivre après. Mais quand on a commencé à comprendre ce qu'on était en train de vivre ensemble, on s'est dit c'est quand même fou qu'on se soit choisi. Hum, Parce que toi, tu étais dans ton entreprise, tu n'as pas pu continuer ton entreprise, donc tu es venu avec moi en quelque sorte. Moi, il y avait plein de trucs que je savais pas faire, notamment en mode yang, masculin, etc. Et c'est ce que tu as apporté. Et j'en avais vraiment besoin. Donc c'est vraiment particulier, c'est-à-dire que c'est comme si on avait aussi des petites antennes, même si c'est pas encore là. Nous, on s'est vraiment choisi comme si on avait des hum. petites antennes qui voyaient le En futur, prévision de. en prévision d'eux. Ouais, Ouais. c'est ça, en prévision de. Voilà, bon, bref. Ah ouais, ça, c'est un truc de fou, hein. Je m'arrête là, je continue à parler de. Ouais, en fait, il y a plein de trucs qu'on peut même pas vous dire, hein, en fait. Ouais. Donc, je continue avec les dynamiques. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est des dynamiques qu'on va retrouver en fait dans le transgénérationnel. Et là, toutes les dynamiques que je vous donne, c'est vraiment des dynamiques qu'on va retrouver dans 70-80% des cas. Et par exemple, quand je vais travailler sur votre rapport transgénérationnel, c'est les premières choses que je vais regarder en fait. Alors, on va parler des blessures, parce que je sais que vous aimez bien quand je vous parle des blessures. Moi, dans ma façon de voir les choses, les blessures, effectivement, on peut avoir des blessures dans notre petite enfance, mais je crois surtout qu'on hérite en fait des blessures de notre clan. Pour moi, on n'arrive pas avec la blessure d'injustice à 3 ans ou de choses comme ça. C'est qu'il y a quelque chose déjà qui Hum, nous a été transmis, qui nous a déjà été insufflé, que ce soit juste avant notre conception, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit à notre naissance. Par exemple, si votre clan a cette impression d'injustice, hein, l'énergie de l'injustice, sachez que vous héritez directement de cette énergie d'injustice pendant que vous êtes dans le ventre de votre mère et à votre arrivée. Donc, dire que la blessure d'injustice, elle va naître quand on a 3 ans ou 4 ans, ok, mais je pense qu'il y a aussi l'importance de regarder au niveau de notre transgénérationnel et de ce que nous transmet euh, inconsciemment notre clan. Donc, par exemple, donc, les blessures, ah oui, j'avais noté les blessures, mais je pense que vous les connaissez par cœur. On a les blessures d'humiliation, d'injustice, de trahison, d'abandon et de rejet. Ce sont les 5 principales, mais en réalité, il y a plein d'autres blessures. Donc, comme on n'a pas le temps de faire toutes les blessures, je me suis dit, on va déjà s'arrêter à celle-là. Euh, donc, ce qu'on peut retrouver, par exemple, au niveau de l'abandon, ce qu'on va retrouver, bien sûr, très souvent dans les relations amoureuses, c'est euh, la personne, elle va savoir s'engager dans la relation, mais très vite, elle va en sortir. Donc souvent, la personne, elle me dit, je comprends pas parce que j'étais super amoureuse de la personne et puis du jour au lendemain, je m'en vais de la relation. Ou ça peut être dans l'autre sens, hein, le partenaire qui est hyper amoureux, puis du jour au lendemain, il fait volte-face et on ne comprend pas. Ici, en fait, en général, ça cache la blessure d'abandon, c'est-à-dire que on est à fond dans la relation et tout d'un coup, on se réveille et on se dit, oh là là, en fait, elle va me quitter, donc plutôt que d'être quittée, je la quitte. Ça évite en fait de souffrir. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un jeu qu'on va régulièrement retrouver dans les histoires amoureuses. Je ne sais pas si ça vous parle, que vous l'ayez vécu ou enfin, que vous l'ayez subi ou que vous l'ayez fait subir. Souvent, ça cache en fait une blessure d'abandon. Également, ce qu'on va retrouver dans la blessure d'abandon, bah, c'est la personne, elle va être vraiment d'un attachement maladif, super jalouse, et elle va surtout se couper d'elle-même, d'accord? Donc tout le centre va être sur l'autre, euh, sur, euh, sur ce sang neuf, alors qu'en réalité, le but, c'est quand même de rester centré sur toi, sur soi, et de ne pas tomber dans un attachement maladif ou de la jalousie, etc. Ensuite, on a la trahison, la blessure de trahison. Ben, si dans votre clan, vous avez eu une femme qui a été trompée, par exemple, ça peut ensuite se répercuter sur les générations suivantes. Si une femme a été quittée, par exemple, la trahison, ce que je raconte souvent, ce qu'on retrouve dans les textes, c'est à l'époque, euh, ben, des fois, il y avait souvent des grandes fratries, hein, il y avait peut-être 10 enfants, 15 enfants. Et puis l'homme, par exemple, perdait son travail ou il avait un accident, donc il pouvait moins bien travailler, donc moins bien ramener de l'argent à la maison.
Et en fait, comme il ne tenait pas droit debout en fait en tant qu'homme, au lieu d'assumer ses responsabilités d'homme, eh bien il va fuir la famille. Donc ici, la femme, elle peut prendre ce truc-là comme une trahison, c'est-à-dire l'homme m'a trahi. On a été mariés, on a fait des enfants ensemble, et lui devait s'occuper de ramener de l'argent, moi de m'occuper des enfants, et lui en fait me trahit en partant et en disparaissant. D'accord? Donc il peut y avoir aussi ces histoires de trahison au niveau de l'amour, où des femmes ont été quittées pour une raison ou pour une autre. Et également, la trahison, ça peut être aussi un décès prématuré. Par exemple, le couple vient de se marier et puis l'homme a un accident et il décède. Et donc ici, c'est vraiment la trahison de tu m'avais promis d'être avec moi jusqu'à la fin de tes jours, mais pas 3 ans Pas après comme notre ça. Ouais. mariage. Donc ici, la femme peut le prendre comme une trahison. D'accord? Donc ça, c'est tout ce qui peut aussi vous empêcher de vraiment vous investir dans une relation et de comprendre aussi peut-être que c'est exactement ça qui se joue chez votre partenaire. D'accord? Tout ce que je dis ici, je parle de vous, mais en réalité, votre partenaire, il peut exactement vivre les mêmes choses. Et surtout, souvenez-vous, c'est que les arbres se parlent. D'accord? Donc si vous, vous vivez de l'injustice, c'est possible que dans l'autre arbre, il y a de l'injustice aussi qui se vive. Donc vous arrivez tous les deux avec les mêmes blessures. Également, on peut trouver donc la blessure de rejet. Donc, par exemple, le rejet, ça va être un homme qui ne désire plus sa femme. Donc, euh, donc il est tout pimpant et tout quand la femme elle a 25 ans, tout ça. Et puis à 45 ans, il la désire moins, il est toujours en train de regarder les autres femmes, etc. Donc ici, en fait, ça peut être une histoire de rejet. Ça peut être aussi une histoire de trahison. Ce que j'ai oublié de dire au début, c'est que ici, j'ai classé les choses par blessure. Mais par exemple, le fait que l'homme regarde d'autres femmes, ça peut être pris comme de la trahison ou pris par exemple comme du rejet. Ça dépend vraiment du ressenti de la personne. D'accord? Oui, il y a plusieurs cases possibles. Voilà. Donc, allez voir, en fait, dans votre famille, est-ce qu'il y a un couple où ils sont restés ensemble, mais l'homme était totalement désintéressé de la femme avec qui il était. Et il savait faire des compliments à toutes les autres femmes, bah, sauf à sa femme. D'accord? Donc ça, c'est important. Et le rejet aussi, bah, c'est les mariages arrangés. Imaginez-vous, votre grand-mère, elle était amoureuse en fait d'un homme, mais le mariage n'était pas possible avec cet homme, et on lui a dit, bah, en fait, tu vas épouser tel homme. Donc il peut y avoir aussi une histoire de rejet ici. De dire, mais moi, en fait, je veux pas être avec cet homme, en fait. Qu'est-ce que je fais avec lui? Voilà, et inversement. Il peut y avoir la blessure d'humiliation. Donc, bien sûr, ici, on va retrouver tout ce qui est violence, maltraitance, violence psychique, manipulation, etc., etc. Donc, si vous avez l'habitude de tomber sur des hommes qui sont manipulateurs, des hommes qui sont pas bienveillants avec vous, c'est souvent, ça vient du transgénérationnel, hein. Vous prenez l'autoroute et vous allez chercher, en fait, la même personne qui va vous apporter cette blessure d'humiliation. Et enfin, donc la dernière blessure, c'est la blessure d'injustice. Donc ça arrive aussi souvent. C'est un homme qui décide de vous choisir, par exemple, et qui reste avec vous pendant 3 mois. Oui, je t'aime. Et oui, on va se marier ensemble, etc. Et puis 3 mois après, vous apprenez en fait qu'il est avec une autre nana. Et en fait, il choisit cette nana pour se marier avec elle. D'accord? Ça, on le voit beaucoup. On le voit beaucoup en fait. Ce genre d'histoire, il y en a vraiment beaucoup. Pareil pour les enfants. Euh, tout ce qui est engagement enfant, l'homme, quand je dis l'homme, hein, ça peut être inverse, hein. L'homme va vraiment montrer à l'autre, à son partenaire, oui, c'est avec toi que je veux faire ma vie. Et puis en fait, c'est pas du tout ça qu'il va faire et il va aller avec une autre personne au final. Donc ça, c'est quelque chose aussi de l'injustice de ne pas être choisi. D'accord? C'est l'injustice de ne pas être choisi. Donc posez-vous la question, est-ce qu'il y a des femmes qui n'ont pas été choisies, pardon, qui n'ont pas été choisies dans votre lignée? Et puis aussi, ben, l'injustice, c'est par exemple, euh, on, on- on est dans le couple, tout se passe bien, etc. Puis il y a une injustice parce que le mariage ne peut pas être célébré, parce que le mariage n'est pas approuvé par
telle culture. Vous savez aussi, quand on a deux cultures, des fois, il faut qu'il y en ait un qui embrasse la culture de l'autre, mais l'autre, il n'a pas forcément envie d'embrasser la culture de l'autre, etc. Force. Donc, ça peut être aussi de l'injustice où, ben, ok, ben, je me plie en fait à ta religion, mais j'en ai pas vraiment envie. Vous savez, l'injustice, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand je suis ok, il n'y a pas de problème, ça crée vraiment rien au niveau du transgénérationnel. Par contre, c'est dès que ça crispe et que je fais ça pour te faire plaisir, je fais ça alors qu'en fait, ça m'emmerde en fait de le faire. Bah là, en fait, on crée des nœuds, mais vraiment au niveau du transgénérationnel. Donc, c'est possible, par exemple que vous ayez des parents, des grands-parents qui aient changé de religion, pas par choix ou parce que c'était OK pour eux, mais parce qu'il fallait se marier ou parce qu'il fallait, vous voyez, il faut, mais il faut. Donc ça, c'est pour les blessures. Donc regardez vos blessures, hein. C'est intéressant d'aller voir aussi vos blessures en amour. Euh, voilà, on a un programme d'ailleurs sur ça, hein, qui Ouais. parle des blessures. Si vous voulez savoir toutes les blessures que vous avez, quelles sont vos principales, on a tout un programme là-dessus. C'est aussi abordé dans le rapport personnalisé, Hmm. les blessures Ah oui, les blessures, mais pardon. aussi. Oui, il n'y était pas du tout. Ouais, c'est Pardon. ça. C'est toi qui as pris le relais sur le cerveau. Ensuite, on a aussi des personnes qui vont, quand elles sont en couple, elles vont attendre beaucoup de leur partenaire, bien plus que ce qu'on pourrait attendre en fait d'un partenaire. Souvent, ces personnes-là, elles confondent leur partenaire avec le meilleur ami, le père, le frère, etc. Donc, il y a un gros mélange de place, votre partenaire et votre partenaire de vie. Il n'est pas votre meilleur ami, il n'a pas la place en fait de votre super copine, d'accord? Et donc, pourquoi on peut avoir ce genre de mélange? On peut avoir ce mélange notamment quand on a des histoires de jumeaux survivants. Ça, on le voit vraiment beaucoup. Je parle même pas en fait des jumeaux. Il y avait les jumeaux en fait dans l'œuf et puis il y en a un qui décède, hein. Je parle même pas de ça. Mais ça peut être, et là c'est vraiment très fort, quand il y a un accident, c'est-à-dire il y a des jumeaux et puis il y a un des jumeaux qui décède à 4 ans, à 5 ans, à 8 ans. Ça laisse vraiment le jumeau survivant dans dans une peine terrible en fait, hein. Et donc, le jumeau, en fait, il va tout le temps chercher dans son partenaire, finalement, son jumeau. Et bien sûr, le partenaire n'est jamais au niveau du jumeau perdu, hein. Donc là, ça peut créer vraiment beaucoup de problématiques. Également, on peut avoir de l'attente, en fait, du partenaire quand il y a eu des morts. Quand il y a eu des morts qui ont été très brutales. Euh, on va attendre, par exemple, que le partenaire, par exemple, si vous avez perdu votre père de manière brutale, bah, vous allez attendre de votre partenaire qu'il remplace votre père. Donc, il va y avoir des attentes comme ça, où j'en reviens toujours à l'histoire de la place, où en fait, vous n'allez pas donner la bonne place à votre partenaire. Donc, soit vous allez prendre votre partenaire pour votre jumeau, soit vous allez prendre votre partenaire pour votre père, etc. Euh, donc voilà, donc c'est tous ces aspects-là où je vous invite vraiment à observer pour qui je prends mon partenaire. Et pour les hommes, ça peut être cherche la mère, Ah oui, par les hommes exemple. cherchent tout le temps la Ouais, mère. voilà. Non, non. Ils cherchent très souvent leur mère, hein. Ensuite, pourquoi, pourquoi on peut être dans le célibat? C'est-à-dire, déjà de bien faire la différence, comme je vous ai dit, c'est est-ce que c'est un célibat qui est vraiment choisi, vous êtes bien dans votre célibat, ou est-ce que c'est un célibat ben, que vous avez du mal à assumer parce que dans la société, dans votre clan, c'est hyper important d'être marié. La dernière fois, je regardais un truc et en fait, je me disais, mais c'est fou. C'était un homme, il avait 27 ans. 27 ans. Et en fait, il disait en fait que dans sa famille, tout le monde était marié, ses frères étaient mariés, même des fois ses frères plus jeunes, hein, que, que ses parents étaient mariés, etc. Grands-parents étaient mariés. Bref, tout le monde était marié dans sa famille. Et lui, il avait 27 ans et il fallait absolument qu'il trouve la perle rare avant ses 30 ans. Et il n'arrivait pas à trouver cette femme. Donc il s'inscrivait sur tous les sites, il allait dans les trucs de rencontres, il allait partout, partout, partout où il pouvait rencontrer. Mais la pression a été telle qu'en fait, les nanas prenaient la tangente, en fait. Trop Donc, d'attentes. trop d'attentes, d'accord? Donc ça, c'est aussi important par rapport au célibat.
c'est de vraiment vous positionner de est-ce que je suis bien célibataire ou est-ce que je veux trouver quelqu'un parce qu'en fait, dans ma famille, c'est comme ça et il faut absolument que je trouve un partenaire parce que sinon je suis mal vue ou il faut absolument que je me marie avant tel âge. Voilà, c'est tous ces trucs-là. C'est fait pour les bonnes raisons, quoi. Voilà, c'est est-ce que c'est fait pour les bonnes raisons? Donc, posez-vous ces questions-là déjà. Euh, voilà, ça va déjà répondre à beaucoup de choses Mm. par rapport au transgénérationnel. Et puis, donc ça, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais peut-être que vous préférez être dans le célibat parce qu'en fait, le modèle que vous avez reçu, c'est un modèle qui est tout le temps en train de se crier dessus, où il n'y a pas d'amour, pas de bienveillance, etc. C'est toujours la guerre. Donc, avec cette impression que finalement, les couples autour de vous se sont jamais vraiment aimés. Donc, finalement, vous préférez ben, rester Mm. célibataire. Mais ça, sachez que c'est une croyance, hein, c'est des choses qui vous ont été inculquées, transmises par votre transgénérationnel. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire qu'on peut vivre des couples qui sont tout à fait sains, où oui, de temps en temps, il y a des prises de tête, mais c'est normal. Il n'y a pas que du 100% de prise de tête. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous voulez rester célibataire. C'est une croyance. Aussi, le célibat, on peut le retrouver sur une personne, en fait, vos aïeux, un ancêtre qui aurait voulu être libre, qui aurait voulu voyager, qui aurait voulu avoir une super carrière et qui n'a pas pu parce qu'en fait, elle a rencontré, par exemple, votre grand-père et elle est tombée directement enceinte de votre grand-père et puis derrière, elle a enchaîné les grossesses. Donc, elle n'a pas pu voyager, elle n'a pas pu faire le métier qu'elle voulait, elle n'a pas pu avoir la liberté qu'elle aurait aimé avoir. Donc, l'injonction ensuite qui est transmise, la loyauté qui est transmise, c'est surtout ne fais pas comme moi. Et donc, reste bien célibataire. Au moins, on est sûr que tu ne tomberas pas enceinte et que tu pourras voyager et que tu pourras avoir une super carrière que moi, je n'ai pas eue. D'accord? Donc, posez-vous aussi cette question-là, aussi du lien, de la relation, de comment sont vus les enfants. Est-ce que les enfants sont vus comme du poison à la liberté? Des enfants, de toute façon, c'est Mm. toujours bruyant, c'était toujours ceci, c'est toujours compliqué, c'était toujours cela. Donc forcément, vous allez préférer être célibataire que avoir des enfants, d'accord? Que être en couple et donc avoir un risque d'avoir des enfants. Euh, et puis aussi, on peut décider de rester célibataire parce qu'on a la honte. On a la honte de notre clan. Donc on préfère célibataire et ne pas transmettre, d'accord? Donc si on a un clan, par exemple, qui est totalement dysfonctionnel, où, je sais pas, il y a de l'alcoolisme, il y a des gens qui se tapent dessus, il n'y a pas du tout d'amour, il y a eu des viols, il y a eu tout ça, bah, en fait, on va préférer rester célibataire, ne pas faire d'enfants pour ne pas transmettre, vraiment mettre un coup d'arrêt à la lignée. Donc c'est la honte de la lignée. Ensuite, pourquoi on peut rencontrer des hommes qui sont indisponibles? Donc, ce que j'ai dit, c'est des hommes qui sont mariés, des hommes qui sont tout le temps absents à cause de leur travail, des hommes qui sont fuyants. Enfin, voilà, ce genre d'homme, en fait, vous êtes avec quelqu'un, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment avec la personne. Donc, ici, il peut y avoir vraiment plein de choses. Par exemple, ça peut être votre grand-mère qui a perdu son mari, un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elle elle a perdu son mari très jeune. Donc ici, ça a été une perte terrible. Et donc, vous voulez pas revivre en fait la même chose que votre grand-mère parce que ça a été trop souffrant. Donc, je vais être avec quelqu'un qui est indisponible. Au moins, s'il disparaît du jour au lendemain, c'est pas grave parce qu'il est déjà pas là. D'accord? Donc, au moins, je suis sûre de ne pas souffrir de ce deuil. Également, des hommes indisponibles, c'est que quelqu'un dans votre clan n'a pas pu vivre sa romance, n'a pas pu aller jusqu'au bout de la romance. Donc, on va pas pouvoir s'engager dans une relation parce que, il y a un risque que cette relation ne puisse pas vraiment vivre. Vous voyez, c'est prendre le risque de s'engager. Parce que si je m'engage, ça peut finir comme la romance de la grand-mère, c'est-à-dire se finir mal ou ne pas aller jusqu'au bout. Et puis également, ça va être les hommes qui sont mal vus. D'accord? Par exemple, si vous êtes dans une lignée de femmes avec des femmes qui sont très fortes, où on va faire en sorte que l'homme soit pas là, ne dérange pas la femme en quelque sorte. Donc on va choisir des hommes qui sont pas vraiment ici. Au moins ça me laisse quand même tout mon 360. Vous voyez, l'homme ne vient pas, n'intervient pas finalement dans ma vie. Il est là de temps en temps, sporadiquement quand j'en ai envie. Mais il n'est pas là dans mon quotidien, il n'est pas là pour me donner son avis, il n'est pas là pour ceci, cela. Donc je ne suis pas assaillie en fait finalement par l'homme et c'est moi qui décide. Donc ça c'est aussi important de le voir. Si Ouais, vous... t'es en couple, en fait, on va dire sur le papier,
mais t'as pas vraiment les contraintes Contrainte, du couple voilà, quotidien, voilà, plutôt que les bons côtés, c'est ça. mais en même temps, Et en fait, l'homme ne rentre pas dans ton intimité au final. Donc c'est une sorte de protection ouais. parce que dans la famille, voilà, c'est les femmes qui dirigent et les hommes, ils n'ont pas leur mot à dire. Mm. Donc je tiens à distance l'homme. Donc il est là quand j'en ai envie, mais quand j'en ai pas envie, il n'est pas là, quoi. Mm. Mm. Voilà, c'est pas, et je le répète, hein, c'est pas consciemment que vous faites ce genre de choses, c'est vraiment de manière inconsciente. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et puis aussi, ce qu'on peut retrouver, observer, est-ce que vous avez plutôt des types de partenaires qui vont être des hommes enfants, des hommes à soigner, on en a un petit peu parlé, des hommes aussi frères adorés, hein, donc par exemple, si vous aviez un grand frère, un petit frère que vous adoriez, ben, vous allez chercher le petit frère, le grand frère dans votre couple, hein. Pareil pour l'homme enfant. Euh, Vous avez besoin de coucouner, vous prenez, voilà, vous prenez votre homme en fait pour un enfant. Donc tout ça, c'est des relations qui sont totalement dysfonctionnelles et c'est important d'aller voir où ça se trouve. D'accord? Donc souvent, quand vous allez être attiré par des hommes enfants, c'est des hommes en fait qui, dans votre lignée, n'étaient pas hommes. D'accord? Ils ont été relégués à une autre place, mais pas à la place du je suis l'homme, je suis responsable, je prends la place du père, etc. Il peut y avoir des choses comme ça. L'homme à soigner, on en a déjà parlé, et puis donc le frère adoré. Euh, Également, les problématiques de couple d'un point de vue transgénérationnel, c'est dès qu'il y a une IVG. Donc si par exemple vous avez vécu une IVG, vous êtes en colère contre le père, donc vous êtes en colère en réalité contre tous les hommes. Donc à chaque fois que vous allez rencontrer un homme, ça va mal se passer parce que vous êtes en colère. D'accord? Donc, sauf si vous avez des hommes qui sont dans la blessure d'humiliation, puis ils aiment bien être humiliés, puis c'est pas de problème. Mais sinon, ça marche pas. Un homme qui se tient droit, qui n'est pas dysfonctionnel, n'acceptera pas d'être avec une femme qui est toutes les 5 minutes en train de se mettre en colère contre lui, de l'humilier, de le rabaisser, etc. C'est ce qui se passe avec l'IVG. D'accord? La femme est en colère contre l'homme. Donc, on peut avoir des lignées de femmes en colère contre les hommes. D'accord, hein, parce que quand il y a des IVG, il y en a à toutes les générations. Donc, il peut y avoir vraiment cette colère de la femme contre l'homme. D'où faire la paix avec les hommes. Ah oui, faire la paix avec les hommes, mais là, je vous l'ai proposé le dimanche, mais il n'est plus disponible celui-ci, le Ah ouais. programme. La question du polyamour, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de questions sur le polyamour. Alors ici, ce que vous allez pouvoir aller chercher dans votre lignée, c'est toutes les histoires cachées de nos ancêtres. Donc c'est les histoires non officielles. Donc celles qui sont officielles, bon ben là c'est pas en lien avec le polyamour. Par contre, c'est est-ce qu'il y a des histoires non officielles, que ce soit de la part des femmes ou des hommes de votre lignée. Également, le polyamour, ce que ça révèle, ça peut être des engagements qui sont trop lourds. C'est-à-dire, dans la famille, on ne divorce pas. Une fois qu'on est marié, on ne peut pas divorcer. Donc, donc il y a une sorte d'emprisonnement. Donc, les générations suivantes, pour éviter l'emprisonnement, elles vont dire, oh, ben, on fait polyamour. Voilà, au moins, je ne suis pas emprisonnée, je suis plus ou moins avec quelqu'un, ou je suis même mariée, puis il y a d'autres trucs à côté qui se passent. Au moins, c'est officiel et au moins, c'est léger. D'accord? Donc, quand le mariage n'a pas été léger, c'est possible que les générations suivantes, donc là, on est en rébellion, hein, fassent ce genre de choses. J'avais marqué mariage imposé, mais vous avez compris, c'est les histoires de on m'impose un mariage, on m'impose une femme. Donc moi, je veux absolument pas ça. Donc moi, je veux avoir plein de femmes différentes, etc. Et on m'impose pas le mariage, on m'impose pas d'être engagée avec une femme en particulier. Et puis, bien sûr, d'aller voir en fait les ancêtres qui sont vos âges, hein, que ce soit les femmes, les hommes. C'est quelque chose qui va être intéressant d'observer par rapport au polyamour. Euh, Et ensuite, je vais finir par le partenaire qui ne veut pas d'enfant. Euh, et donc ici, ce qu'on peut aller observer, par exemple, c'est à chaque fois que vous êtes en couple, à chaque fois que vous êtes avec des hommes qui ne veulent pas d'enfants. Donc ici, ce que vous pouvez observer, c'est peut-être que dans votre lignée, il y a un homme qui ne voulait pas d'enfants et qui s'est retrouvé avec des enfants. C'est-à-dire, c'est un petit peu la femme qui lui a fait des enfants dans le dos. D'accord? Donc l'homme, en fait, tous les hommes que vous allez rencontrer vont se méfier de vous parce qu'ils vont se dire, elle est capable de me faire un bébé dans le dos et que je me retrouve père alors que je ne l'ai pas décidé. Euh, on l'a vu aussi, par exemple, une femme qui a eu beaucoup d'enfants alors qu'elle voulait être libre et sans enfants.
Donc ici, ça va être la réparation. Donc je vais aller chercher des hommes qui ne veulent pas d'enfants. Au moins, je garde moi ma liberté, hein. Euh, Et puis aussi, ben, si vous choisissez des hommes enfants, ça va être des hommes en fait qui ne vont pas vouloir avoir d'enfants. Donc vous êtes bloqué aussi dans ce truc-là. Donc vous allez choisir en fait des hommes qui ne veulent pas d'enfants. Donc tout est possible en fait. Vous voyez, on peut vraiment choisir nos partenaires pour plein de raisons différentes. Euh, et il faut aller explorer votre transgénérationnel. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Avant ça, donc je vous rappelle que vous pouvez donc commander votre rapport transgénérationnel personnalisé. Je crois que c'est sur le bouton Il y a un vert. bouton Vous pouvez chouchou. cliquer sur le bouton vert. Et aussi, si vous avez envie de faire différemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que je viens de vous dire, il y a plein de choses qui ont peut-être résonné en vous. Et si vous avez envie de faire autrement, si vous avez envie de rencontrer la bonne personne, je vous invite vraiment à faire le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. C'est c'est six masterclass et 6 soins alchimiques, donc c'est des actes symboliques en fait de guérison et de libération que vous faites. Et c'est vraiment aussi intéressant parce que ce programme, Se libérer des blocages du transgénérationnel, vous pouvez le faire autant sur vos problématiques amour, donc là ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, mais vous pouvez aussi les faire sur les problèmes, par exemple si vous êtes bloqué au niveau de l'argent, vous n'arrivez pas à gagner assez d'argent, vous voulez mettre à votre compte mais vous n'osez pas, vous avez envie de demander une promotion mais vous n'y arrivez pas, vous êtes en conflit peut-être avec vos parents, en conflit avec vos enfants, en conflit avec vos frères et sœurs, vous avez peut-être des difficultés sur l'héritage en ce moment, etc. Donc tout ça, en fait, sont gérés. En fait, c'est les soins alchimiques, donc de se libérer des blocages du transgénérationnel, vont vous permettre, en fait, de vous libérer de toutes ces problématiques-là. Euh, donc, on peut mettre le bouton si tu veux. C'est fait. Ah, c'est fait. Donc, si vous avez envie de vous offrir là ce soir, de vous libérer en fait de toutes ces problématiques amoureuses, vous pouvez vraiment choisir en fait se libérer des blocages du transgénérationnel. C'est vraiment rapide à faire dans le sens où en 6 semaines, vous pouvez vraiment transformer votre inconscient. Et en 6 semaines, vous faites les soins alchimiques qui sont en fait des actes symboliques de guérison et de libération. Et vous allez voir que vous allez vraiment transformer votre vie et que vos choix, vous n'allez plus les faire de la même manière. Et si par exemple aujourd'hui, ça se passe mal avec votre partenaire, ben, en faisant ces soins alchimiques, vous allez aussi y voir beaucoup plus clair sur ce que vous avez envie, de pourquoi ce partenaire est dans votre vie et est-ce que vous avez envie de continuer ou pas avec lui. D'accord? Ça va vous permettre d'y voir plus clair. Donc je vous invite à cliquer sur le bouton vert. Je ne sais pas si je montre ou si je ne montre pas. Bah, comme tu veux. Oui, bah, je vais le faire et Ouais, après je vais répondre à vos questions. ouais. Vas-y, chouchou. Tatati, On les commande. tatata. Je prends les commandes, je vais Pas faire autre essayer. chose. Et rappelle-moi qu'il ne faut pas que je fasse de n'importe quoi à l'arrivée. Ne pas fermer l'onglet. Voilà, donc je vais partager mon écran. Moi, je vais juste vous montrer parce que des fois, il y en a certaines, elles ont du mal. Donc au moins, je vais vous montrer. Au moins, ce sera facile pour tout le monde. Quand vous cliquez sur le bouton vert, donc que ce soit pour d'ailleurs, ça marche de la même manière hein, pour le Même rapport chose. transgénérationnel personnalisé ou pour le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Ce soir, j'ai mis en fait ce programme à moins 50%, donc profitez-en. Donc quand vous faites ce programme, il y a plusieurs soins alchimiques qui sont ici. Donc le premier soin alchimique, c'est vraiment nettoyer les liens de souffrance. Donc si vous avez des grands-mères qui ont eu des histoires d'amour un peu compliquées ou qui ont eu des couples compliqués, c'est vraiment important de le faire. Trouver votre place et se sentir légitime, donc trouver votre place dans votre couple, mais aussi, vous avez vu, de bien marquer en fait quelle est la place de votre partenaire dans votre histoire. Également, donc trouver un sens à votre vie. Donc ici, ce sera peut-être un peu moins applicable à l'amour, mais ça vous permettra aussi de vous poser la question pourquoi vous avez vraiment envie de rencontrer une personne ou qu'est-ce que le couple représente pour vous, etc. Donc ça peut être aussi intéressant de le faire si vous êtes un peu perdu sur cet aspect-là. Et bien sûr, le soin 4, c'est se libérer des loyautés familiales. Donc alors là, je vous en ai dit ce soir, je vous en ai dit une centaine. Ouais. Et il y en a vraiment des centaines de loyautés familiales qu'on peut avoir autour de l'amour. Donc celui-ci, il est à faire et à refaire et pour tout le monde. Et également se détacher des prédestinés. Par exemple, si on vous a dit ah, t'es belle, ma fille, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un qui est super riche, te marier avec quelqu'un qui est super riche, ça c'est une prédestinée, d'accord? Donc après, vous exécutez ou pas, mais ça peut être quelque chose qui reste coincé et vous pouvez rencontrer un homme super bien
qui n'a pas forcément beaucoup d'argent et vous n'allez pas le voir. D'accord? Parce qu'en fait, on vous a mis cette prédestinée de tu dois être avec quelqu'un de riche. Alors qu'en fait, peut-être que vous avez rencontré des hommes riches et en fait, ça n'a pas du tout matché et c'était très compliqué. Et le soin bonus, c'est retrouver votre énergie vitale suite à une épreuve. Donc, par exemple, si vous avez vécu, même il y a 20 ans, un divorce, vécu une séparation difficile, etc., hein, même si ça fait des années, moi, je vous invite à vraiment faire ce soin alchimique parce que ça va vous permettre de retrouver votre énergie vitale. Parce que notre énergie, en fait, on la laisse un petit peu chaque jour. À chaque fois, en fait, qu'on vit quelque chose de difficile, on laisse un petit peu notre énergie vitale sur le côté. Donc moi, je vous invite vraiment, c'est pour ça que je vous dis, en fait, ce programme, il est vraiment pour tout. Si par exemple, vous avez eu un accident, si vous avez reçu une réponse un peu difficile, etc., faites ce soin chimique, vous allez retrouver en énergie. Et donc, si vous avez vécu un divorce compliqué, une séparation compliquée, etc., c'est pareil, ça va vous aider. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit donc de cliquer sur le... Non, c'est juste, je fais un Ah, rappel pour ah, l'anglais de j'ai pas cru que faire j'avais- l'anglais. Ah non, mais c'est pas pour tout de suite, moi. Ouais, ouais, d'accord, c'est très bien. Parce que j'ai eu peur, je me suis dit, Non, qu'est-ce non, que non, j'ai non, fait? non. Donc, si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le bouton rose. Et en cliquant sur le bouton rose, vous allez arriver ici. Donc, ici, en haut, vous pouvez choisir le paiement en une fois ou le paiement en 3 fois. Il suffit je vais y arriver, d'appuyer sur le bouton. Vous avez ici le code de réduction moins 50%. Et donc, si vous achetez, par exemple, en 3 paiements mensuels, eh bien, ça fait 99 € par mois. D'accord? Donc, c'est vraiment accessible. Le but, c'est que ce soit accessible pour la plupart d'entre vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de remplir ici votre email, la facturation, donc vos coordonnées. Et puis ensuite, vous pouvez payer soit par carte bleue, soit par PayPal. Et n'oubliez pas de cocher la petite case «J'accepte les conditions générales». Et ensuite, il suffit de cliquer ici sur le bouton «Payer maintenant». Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce programme. Et c'est ici où je ne Exactement. dois pas faire de bêtises. Voilà, super chouchou. Yes. Et je vais... euh, voilà. Donc là, normalement, vous nous entendez toujours. Je pense que je n'ai pas d'erreur. Ah, tout s'est arrêté. Non, mais en fait, je pense que tout s'est arrêté, mais tout est revenu. Maintenant, je vais prendre des questions. Si vous avez des questions, je vais faire un quart d'heure de questions. Donc, par rapport aux questions, essayez de faire des questions qui sont précises. Plus vos questions sont précises et plus ma réponse va être précise. En sachant, je le rappelle, je ne vois pas votre arbre, je n'ai pas toutes les informations, donc je ne peux vous donner que des pistes. Donc, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais vous dire. Et puis, si jamais je ne peux pas prendre votre question, parce qu'il va peut-être y avoir beaucoup de questions, essayez d'écouter tout ce que les personnes disent et ce que moi je vais dire aussi parce que ça peut vraiment vous aider. Ici, on est dans un groupe, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui vous êtes là, c'est qu'il y a des choses en fait qui nous rassemblent et qui sont identiques. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis toujours écoutez les questions, écoutez les réponses, même si c'est pas les vôtres, ça peut vraiment vous aider. Et donc, bien sûr, après, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à commander votre rapport transgénérationnel personnalisé. Et ce soir, il est à 40% de réduction. Je prends un peu d'eau chouchou. Ah ouais, je veux bien. Alors, je vois direct, je plonge dans la question de Marie-Sophie. Les personnes qui sont sanguines, sanguins, je ne sais pas comment on dit, Mhm. euh, donc c'est lié à la colère. Donc s'il y a de la colère, c'est qu'il y a quelque chose de très fort qui s'est passé au-dessus. Donc qu'est-ce que j'appelle de très fort? Ça peut être par exemple une injustice. Il y a quelqu'un dans le clan qui a vécu une injustice et il n'a pas su en fait retrouver un équilibre. C'est-à-dire que la justice n'a pas été rendue. Comme la justice n'a pas été rendue, on garde la colère. Par exemple, ça je le sens, je l'ai senti, par exemple, mon grand-père, il était très en colère. Et, euh, et en fait, sa sœur, quand je discute avec elle, il y a sur un point où elle est très en colère. C'est qu'à l'époque, donc ils étaient petits, hein, mon grand-père et sa sœur étaient petits. Ils avaient peut-être 5 ans, 8 ans, j'ai pas calculé exactement quel âge ils avaient. Et en fait, donc leur père a été donc dénoncé par les voisins. Eux, pendant la guerre, en fait, ils étaient résistants et donc ils ont été dénoncés par les voisins.
Et en fait, il a été arrêté et il a été emmené en prison. Et en fait, ben, eux, ils étaient tout petits. Et en fait, ce qu'elle me dit toujours, la tante de mon père, donc la sœur de mon grand-père, dit toujours, on ne savait pas s'il allait revenir. Et on était en colère, mais en colère. Et quand elle me raconte ça, la colère, elle est toujours présente, comme si elle n'était pas évacuée. Et donc, je pense que mon grand-père, qui lui était très en colère, je pense qu'il était très en colère de ce truc-là et qu'il n'avait pas pu évacuer, en fait, tout ce stress. Parce qu'à l'époque, il était plus grand que sa sœur, en fait, c'était l'aîné. Et donc, je pense qu'il y avait vraiment eu cette peur qui a été là, où on ne savait pas si le père allait revenir. Et en plus, à cause de cette dénonciation. Donc, il y a une injustice, il y a une trahison, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements, d'émotions qui sont mélangées, de sentiments mélangés. Donc, je t'invite à aller voir Marie-Sophie, si tu es en lien avec des personnes qui peuvent être comme ça, en colère, c'est où se trouve en fait cette colère, cette injustice. Et donc, si c'est des partenaires, ça veut dire que c'est possible que ce soit aussi chez toi, tu vois, cette colère. Alors, Céline, je tombe toujours sur des pervers narcissiques. Pourquoi? Donc, pervers narcissique, alors déjà, pervers narcissique, hein, tous les hommes ne sont pas pervers narcissiques. La plupart des hommes, en fait, vont peut-être, sur lesquels tu vas tomber, vont être manipulateurs. Manipulateurs ou abusés, par exemple, de toi, ou des choses comme ça. Menteurs, La probabilité d'être. que avec des pervers narcissiques, C'est. elle est minime, hein, d'accord? Ouais. C'est un pervers narcissique, il y en Pas a au pas. sens clinique du terme, hein. Voilà, oui. Voilà. Moi, je parle vraiment Voilà, on ici part du. Voilà. du terme Ouais. clinique. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un mot qui est galvaudé, donc je veux pas qu'on aille dans ce truc-là. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vais plutôt parler d'hommes qui vont être plutôt manipulateurs, menteurs, qui vont essayer de prendre le pouvoir sur toi, etc. Ben ici, il faut tout simplement se demander quelle a été la femme qui a été avec ce type d'homme, d'accord? Ou quel homme dans ta famille avait plutôt ce profil, d'accord? Parce qu'ici, toi, tu es sur une autoroute, c'est-à-dire que tu vas, même si tu sais que c'est pas bon pour toi, je suis sûre que quand tu rencontres l'homme, au bout d'une semaine, tu te dis non, il y a quelque chose qui coince ou qui cloche chez lui, mais j'y vais quand même, d'accord? Donc tu es sur cette autoroute-là de l'inconscient, de je vais répéter des choses que je connais. C'est plus facile de répéter des choses qu'on connaît que d'aller vers du nouveau. Attends, je vais voir, je crois que Marie-Claude, je ne comprends pas pourquoi je vis cela. Ah, bon, bah, euh, Ah oui, donc je subis de multiples escroqueries de la part d'un de mes frères sur 20 ans. Ben, ici, alors, moi, ce que j'aime bien dans les frères et sœurs, c'est très souvent, on est vraiment du papier calque. Ça veut dire que ici, ma question, ce serait, est-ce que ta mère a un frère? Est-ce que ton père a une sœur? Et d'aller voir, en fait, et je parle après sur les autres générations, hein, les grands-parents, est-ce qu'on a ce papier calque, c'est-à-dire du frère-sœur? Et si oui, est-ce qu'il y a eu des problématiques d'escroquerie? Et les escroqueries, souvent, elles arrivent au niveau de l'héritage. D'accord? Parce que escroquerie, comment il fait pour t'escroquer aujourd'hui? Parce que tu dis, il t'escroque depuis 20 ans, mais comment il fait pour t'escroquer? Tu vois, tu lui as pas donné ton code bancaire ou tu lui as pas donné accès à tes comptes. Donc, est-ce que c'est lié à un héritage? C'est quoi l'escroquerie? Tu vois, j'ai besoin de ça. Mais en tout cas, sachez que souvent, les histoires frères-sœurs, c'est vraiment du papier calque. Donc là, comme on sait qu'il y a une histoire de frères et de sœurs, donc où est-ce qu'il y a des frères et sœurs dans la lignée et où est-ce qu'il y a eu des escroqueries dans un sens ou dans l'autre? Je laisse la question. Ouais, ouais, ouais. Euh, Peluche, il est sur le dos, hein, je vous raconte pas Il est enfin l'instant qui. détente. Il est enfin qui. Ève, mon partenaire est alcoolique et je suis à l'inverse de tout et ça n'arrive pas et je n'arrive pas à comprendre comment je l'ai choisi. Sauveuse. Alors je t'explique. En fait, ici, c'est l'histoire de la sauveuse, c'est-à-dire que tu n'es pas à ta place, tu vois, tu n'es pas à ta place de partenaire. Si tu as choisi un homme qui est alcoolique et que tu es toujours avec lui, en fait, c'est que tu le vois mourir petit à petit. D'accord? C'est que tu es OK de le voir, en fait, dépérir jour après jour. Et tu restes avec lui. Donc, c'est que tu es OK de le voir mourir petit à petit, jour après jour. Et après, il est possible aussi que tu essayes de le sauver, mais tu ne pourras pas le sauver tant que lui ne se reconnaît pas malade et tant que lui
ne met pas en place en fait un protocole en fait pour se soigner. Donc c'est d'accepter de ne pas être la sauveuse et d'accepter que tu peux être aimée telle que tu es. La problématique de la sauveuse, c'est qu'elle ne s'aime pas. Donc ton vrai travail à toi à faire, c'est plus tu vas t'aimer, plus tu pourras quitter cette personne. Parce que c'est que elle en fait, qui peut se soigner et pas toi en tant que sauveuse. Donc, c'est tout. Anne, Je tiens à dire un truc. c'est vachement fou, ouais. Non, parce que ça n'a rien à voir avec la Ah, question en plus. précédente. C'est que je peux être cash dans mes réponses, d'accord? Et donc, c'est vrai que des fois, ça peut ne pas être compris. Ici, quand je vous réponds avec des dynamiques. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître un peu froid. Mais c'est pour que le message soit passé, d'accord? Ouais, Marie-Claude disait par rapport à son frère, du coup, Ouais. s'il s'agit d'un Marie-Claude, c'est un PN aussi. Oui, tout le monde n'est pas PN en fait, hein. Et c'est pour ça que je te dis comment il t'escroque. Parce que s'il t'escroque, c'est tu autorises à ce qu'il t'escroque, tu vois, au bout de 20 ans. Qu'il t'escroque une fois parce que tu t'es fait avoir, je comprends. Mais qu'est-ce que c'est l'escroquerie? Tu vois? Donc, Hmm. j'étais malade, je lui faisais confiance pour nos sociétés. Il a réussi à tout s'approprier sur les propriétés, montant des escroqueries, 200 000 euros. Ok. Bah, là, tu vois, on est dans un cas où, en fait, effectivement, tu vois, t'as même pas besoin d'être peine pour faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une. Comment ça s'appelle là? Un abus de Un faiblesse, abus de faiblesse. Ça abus de s'appelle confiance. voilà, un abus de confiance, un abus de faiblesse. Donc, ici, en fait, c'est toi, qu'est-ce que tu peux faire? Je sais pas si tu as des enfants, mais en tout cas, pour tes neveux, tes nièces, pour éviter que ça se reproduise, c'est que si tu en as la force et si tu en as les moyens, c'est d'aller en justice. C'est-à-dire que on peut pas voler 200 000 comme ça. Donc c'est qu'il a forcément fait des papiers, c'est qu'il a forcément fait des choses qui est, comme tu dis, escroquerie. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est si tu en as la force et si tu en as les moyens, Ouais, c'est ouais, d'aller en surtout, justice surtout ça, ouais. pour récupérer en fait cette escroquerie et pour justement avoir de la justice. Parce qu'ici, ce que tu dois ressentir, c'est peut-être de la trahison, peut-être de l'injustice, tu vois. Donc si tu gardes cette injustice en toi, sans avoir rien fait, ben ça, tu vois, ton arbre, en fait, il est complètement déséquilibré. Et les enfants, petits-enfants qui vont arriver vont revivre la même chose pour venir de toute façon rééquilibrer l'arbre. Je te parle de ça parce qu'en fait, moi, je vis exactement la même chose. Ma grand-mère, en fait, c'est pareil, s'est fait escroquer en fait par son frère. Et moi, je le vis en fait à un autre niveau dans ma vie aujourd'hui. D'accord? Donc moi, je me suis fait escroquer par la personne avec qui j'étais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, et pourquoi ça se répète à mon niveau? Parce que ma grand-mère n'a rien dit. Et parce que mes parents, ma mère et ses sœurs et frères n'ont rien dit. Donc, comme personne ne dit rien, bah, ça se reproduit pour qu'à un moment donné, il y ait justice qui soit faite. Donc, moi, bah, forcément, je vais en justice. Donc, c'est compliqué, mais je vais en justice. La justice française est pour lui. Il y a plus de 5 ans, donc ce n'est plus possible. En fonction des infractions, Ouais. oui, c'est à prescription. Après, qu'est-ce qu'on avait vu Bah, le mandataire, il y c'est a- 5 ans, mais après, ça dépend. ouais, Ouais, il y a prescription. tout dépendait des trucs, hein. Si c'est l'associé, c'est pas le même nombre d'années par rapport au gérant, Alors, etc. ce Il y a que je des- t'invite à faire, voilà. Marie-Claude, c'est effectivement s'il y a prescription, si tu as déjà vu avec plein d'avocats et qu'il n'y a pas possibilité. Alors, la seule chose qu'il va falloir que tu puisses faire et qui va être compliquée, pour le moment, par rapport à ce que je comprends de la situation, c'est de pouvoir mettre en paix ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça va être un véritable travail de mise en paix de cette situation-là. Parce qu'en fait, tu peux pas garder en fait cette colère, cette injustice. Je sais pas exactement ce que tu vis toi à l'intérieur, mais si tu peux pas évacuer cette injustice, ça va être compliqué. Et c'est quelque chose que tu vas léguer au prochain. Tu peux ne pas, tu peux ne pas léguer au prochain si toi tu arrives à être en paix avec cette histoire. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est pas de dire que c'est pas grave qu'il t'a escroqué, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que, apparemment, de ce que je comprends, c'est que ça a été fait. La justice ne peut pas revenir en arrière, ne peut pas, il y a prescription. Donc, toi, ce qui te reste, ben, c'est toi.
qu'est-ce que tu peux faire toi à ton niveau. Mm. Et par contre, je sais pas, parce que là, sur l'abus comment on dit là, quand t'es malade, etc., comment ça s'appelle? À but de faiblesse, Abus de faiblesse, je sais pas s'il y a de la prescription sur de l'abus de faiblesse, tu vois. c'est du pénal, donc comme pas mal d'infractions pénales, mais à confirmer, on est sur du 5 ans, 6 ans de Ah, prescription. d'accord. À voir, à vérifier, Mais hein. bon, je pense que Marie-Claude, elle a l'air Ouais, d'être renseignée, et je pense que ouais. voilà, c'est... Tout dépend des infractions Mm, qui peuvent être reprochées. mm. D'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc, on parle de ça depuis tout à l'heure, j'ai un crayon. Vous n'allez pas me croire, je ne savais même pas qu'on avait ça. C'est un crayon de couleur, enfin de crayon à papier, gendarmerie nationale, peut-être un signe. Elle est déposée plainte. Marie-Claude, pourrait-on en parler en MP? Oui, tu vas. Bah, je suis pas avocate, moi. Oui, Je peux rien faire par rapport à ça. Moi, j'ai une petite expérience, malheureusement. Mais je ne peux pas renseigner sur les aspects juridiques. Euh, du coup, Anne. Anne, ma mère ni grand-mère n'ont osé divorcer, alors que moi j'ai osé franchir le pas à présent. Il m'est impossible de retrouver Ouais. quelqu'un. Oui, donc bah là, tu es dans une bonne loyauté. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression, en fait, souvent dans ce genre de situation, comme Anne, si vous vivez ce genre de situation, donc en gros, c'est un petit peu, soit on reste marié, donc parce qu'en fait, on s'est marié avec l'homme de notre vie, donc soit on reste avec lui jusqu'à la fin de notre vie, soit si on divorce, ben alors on sera seul jusqu'à la fin de notre vie. Donc ici, c'est de faire sauter finalement cette loyauté. Tu vois, c'est juste une loyauté qui est liée en fait à ta famille. Donc là, dans le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel, tu peux faire en fait les soins chimiques qui vont te permettre de débloquer cette loyauté. Ici, tu es juste en loyauté. En gros, c'est soit tu es avec l'homme de ta vie jusqu'à la fin de ta vie, soit si tu divorces, alors en gros, tu sais, c'est un peu comme le mauvais œil, tu vois, ben, tu seras célibataire jusqu'au bout. Donc vraiment, de faire Mm. sauter cette croyance, faire sauter ça. C'est une loyauté. T'as pas respecté nos lois, tu vois, c'est un peu ça, t'as pas respecté la loi du clan de rester marié, alors tu resteras célibataire. C'est vraiment un truc un peu mauvais œil, tu vois. Bon, c'est très intéressant et il y a beaucoup de femmes en fait qui peuvent vivre ce genre de choses, hein, plus ou moins pareil. Et vraiment faites les soins alchimiques parce que ça va vous permettre en fait de faire différemment. Pour la question de Céline, ben, je pense que t'as déjà plus ou Je moins sais pas, j'ai pas lu la répondu. question, ok. Je suis attiré par des hommes qui ont vécu, qui enfants ont vécu de la maltraitance ou des traumas, parents maltraitants, dépressifs, quelle pourrait être l'origine? T'es une sauveuse. Voilà. Donc toi, en fait, t'es sûrement dans des lignées de femmes qui prennent soin de tout le monde, etc., sauf d'elles. Donc toi, ton objectif, c'est de prendre soin de toi. Tu ne peux pas, si tu veux, tu peux pas sauver l'homme. Tu vois ce que je veux dire? L'homme, si l'homme, c'est à l'homme d'aller faire une thérapie, c'est l'homme qui doit prendre soin de lui, etc. Et c'est pas à toi d'aller le sauver ou de soigner ses traumas. Dans le couple, en fait, on ne peut pas être le thérapeute de son partenaire, hein. C'est important de le rappeler. On ne peut pas être thérapeute de son partenaire. Donc toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de prendre soin de toi. Et à partir du moment, ah oui, et à partir du moment où tu prendras soin de toi, tu verras que tu n'attireras plus des hommes qui sont pas bien, etc., etc. Tu verras. Tu pourras attirer des hommes bah, qui ont un vécu, qui auront peut-être été maltraités, mais que ça ne ressortira pas dans leur attitude d'homme. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Delphine, en parallèle avec les précédents échanges, j'ai une situation similaire. J'ai écrit au procureur de la République. L'enquête va être commencée et ça fait tout juste 5 ans. Mhm. Ouais. Ouais. Ouais, de mémoire, sur 5 6 ans sur ce genre
ce genre d'infraction. Et après, il y a aussi des conditions lorsqu'il y a des circonstances, on va dire, Oui, oui, parce aggravantes. que là, Marie-Claude était quand même malade, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Hum. Question de Brigitte, super intéressant, la manière dont... Mhm. Est-ce que le fait de prendre beaucoup de poids serait une barrière inconsciente pour ne pas rencontrer quelqu'un? Ouais, bien sûr. Carrément, hein. Bien sûr, parce que si t'es pas bien dans ton corps, bah forcément, tu vas pas attirer une personne qui va être, elle, bien dans son corps. Donc effectivement, après, il faudrait comprendre qu'est-ce qui fait, enfin, pourquoi tu mets une barrière inconsciente avec le poids, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu prends du poids et que donc tu te sens pas très bien dans ton corps et que donc forcément, bah, t'as pas trop envie de rencontrer. La question, c'est, est-ce que tu as envie de rencontrer quelqu'un déjà, tu vois? C'est déjà ça. Mais oui, le poids, c'est vraiment un très bon indicateur, hein. Quand on perd du poids, quand on prend du poids, c'est vraiment des indicateurs. Alors Jenny a dit, je suis célibataire, mes deux frères aussi, nous n'avons aucun enfant et n'en désirons pas. Alors, je ne sais pas quel âge tu as, dis-moi ton âge, parce que ça peut changer. Euh, tes frères, eux, ils peuvent avoir des enfants jusqu'à 55 ans, donc 60 ans, 70 ans, et on voit bien des stars qui ont des enfants très tard. Donc pour les garçons, ça peut aussi pousser à un moment donné. Donc voilà, mais ensuite par rapport au fait que vous n'ayez pas d'enfants, bah, c'est une histoire de... Soit il y a eu beaucoup d'enfants à un moment donné et on s'est dit, oulala, il faut réduire le truc, donc ça a été une loyauté qui a été envoyée de, il y a beaucoup d'enfants, on réduit les enfants. Et puis après, il y a aussi quand il y a beaucoup d'enfants, bah, c'est difficile, tu vois, le message qui peut être passé, c'est épuisant pour la mère, c'est stressant pour le père parce qu'il faut ramener il faut ramener des choses de la terre, où il faut, tu vois, il faut être bien cultivé, où il faut aller à l'usine pour travailler, etc. Donc la question, c'est plutôt dans ta lignée, comment sont vus les enfants? Est-ce que les enfants, c'est des empêcheurs de liberté? Est-ce que les enfants, c'est une supra-contrainte? Est-ce qu'on a perdu aussi beaucoup d'enfants, hein? Ce qui peut arriver aussi, c'est on a perdu beaucoup d'enfants, donc on n'a pas envie de faire des enfants pour pas les perdre. Tu vois, il y a une sorte un peu de rejet, en fait, de rejet de l'enfant. Voilà. Mais en tout cas, ça peut changer aussi, hein, parce que peut-être que dans ta famille, vous avez tes grands-parents, tes parents ont eu des enfants plutôt tard par rapport à la moyenne. Par exemple, si tes grands-mères, elles ont eu des enfants à partir de 30 ans, alors qu'à l'époque, on faisait des enfants à 20 ans. Donc, tu vois, et après, tes parents, ils vous ont eu peut-être à 35, 40 ans. C'était aussi vieux pour leur âge. Donc, Jenny, t'as 48 ans. Voilà, donc, mais tes frères, peut-être que eux auront des enfants, tu vois. Mais en tout cas, il y a des choses comme ça à aller voir par rapport aux enfants. C'est quelle est la vision que vous avez des enfants? Jenny nous dit, ma grand-mère a perdu 2 enfants sur 5 mort-nés. Elle n'arrivait pas à les Ouais, sortir. tu vois. Donc, tu vois, ça peut être vraiment lié à des traumas. Après, pareil, de te poser la question, comment toi, tu vois, en fait, l'accouchement. Parce que des fois, dans des lignées, il y a, bah, moi, l'accouchement, ça s'est super bien passé. Et puis, il y a dans des lignées, c'est, ah là là, l'accouchement, c'est toujours un enfer, etc., etc. Donc, euh, donc c'est vraiment observer les accouchements, bah, les grossesses, hein. Parce qu'après, il peut aussi s'être passé, tu as des choses toujours un peu terribles pendant les grossesses, ou quand l'enfant arrive, il y a quelqu'un qui s'en va. Hein, ça, on le disait beaucoup aussi en transgénérationnel à un moment donné, mais ça, il faut vraiment pas le dire parce que c'est pas du obligatoire. Mais des fois, dans les lignées, on peut voir, par exemple, quand il y a un enfant qui arrive, il y a un ancien qui s'en va. Donc, bah, je préfère ne pas faire d'enfant plutôt que de perdre mon grand-père ou ma mère, etc. Donc, c'est tout ça, en fait, qui fait que recherche quelle est la symbolique de l'enfant dans ta lignée. Et ce que j'ai oublié de voir pour Jenny, c'est qu'elle dit qu'elle est célibataire. Donc, tu vois, c'est encore le truc, oh, je suis célibataire, au moins je suis sûre de ne pas être enceinte, tu vois. Il y a toujours ce truc-là, de je suis Ouais, tranquille. exact. Hmm. Je suis pas engagée. Marie, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Mes rapports avec mes frères et sœurs sont très obscurs. Je me sens exclu du clan Hmm. de tout temps, sauf avec un frère qui est décédé. Mhm. La situation est réelle à l'héritage maintenant. Ah ouais. Bon, ici, l'enfant, donc ici, il y a une histoire d'exclusion. Donc moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes du papier calque au niveau des frères et sœurs.
Donc ici, moi, j'irai chercher un frère et sœur qui a été exclu dans la famille, c'est-à-dire euh, pour quelques raisons, en fait, que ce soit. Il y avait avant, il y avait plein d'histoires d'exclusion. Elle est plus vierge au mariage, on la met de côté. Elle a un petit problème physique ou mental, on la met de côté. Tu vois, il y a plein d'histoires, en fait, qui fait qu'on va mettre un enfant, un frère et sœur, de côté. Euh, et en plus, là, tu me parles que tu te sentais proche que d'un enfant, finalement, qui est décédé. Ma question, ce serait à quel âge il est décédé? Et donc, ben, en fait, tu es sûrement en train de le chercher. Donc, il y a vraiment des histoires d'enfants morts quelque part. Donc, ici, c'est dans ta lignée. Moi, j'irai chercher les frères et sœurs, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été exclu pour une raison ou pour une autre. Et également, j'irai chercher où est-ce qu'il y a un enfant mort. Donc, tu vas me donner l'âge à laquelle il est décédé. Et j'irai chercher, en fait, alors pareil, j'aimerais savoir à l'âge auquel il est décédé et la place qu'il avait dans la fratrie. 54 ans. Ok, donc j'irai voir en fait un frère, un homme qui est mort à 54 ans. Et c'était le dernier. Ok. Bah, j'irai chercher tous les derniers, tu vois. Alors, les derniers, ça veut dire quoi? Parce que j'ai pas je sais que c'est le dernier, mais alors, soit on peut aller voir tous les derniers, soit, par exemple, si tu me dis c'était le quatrième, bah, d'aller voir tous les quatrièmes. Et de voir si ça correspond à une histoire. C'est comme ça que je procéderai, moi. Donc, cherche un homme qui est décédé à 54 ans. Qui était peut-être par exemple le dernier ou le troisième ou le quatrième de la fratrie, je ne sais pas combien. Et ensuite, essaye de voir quelle est l'histoire de cette fratrie. Et ce que j'irai voir aussi, parce que comme tu me dis, c'est le dernier, des fois, il y a des parents aussi qui se disent, allez, on fait le dernier, puis finalement, le dernier n'arrive pas. Tu vois, c'est un peu un enfant qui est là, mais pas là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Pour Muriel, elle dit, je suis heureuse d'être dans mon couple, mais je ne comprends pas pourquoi aucun de mes enfants n'arrive à être en couple et enchaîne les aventures. Bah, c'est possible que dans toute ta lignée, vous soyez tous mariés et que ce soit quand même un poids, tu vois, le mariage. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est un peu l'histoire du polyamour, tu vois. C'est en quoi ils croient. Alors, même si tu me dis, j'ai été heureuse en amour, je suis heureuse dans mon couple, est-ce que c'est vraiment la marque que vous avez laissée sur vos enfants? Et ensuite, il y a une histoire de lourdeur. En réalité, il y a une histoire de lourdeur, c'est je veux pas m'engager parce que le mariage, c'est lourd. Donc, même si toi, tu es heureuse dans ton couple, il faudrait leur demander comment eux ont vu votre couple ou ont vu les couples de la lignée. Et je suis pas sûre qu'ils vous disent ah ouais, votre couple, il faisait trop rêver, vous aviez trop l'air d'être bien, machin. Tu vois, à voir. Tu vois, là, ici, j'ai pas leur retour. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous me parlez des autres, je peux pas parler en fait, parce que je n'ai pas leur retour à eux, leurs sentiments à eux. La question, ce serait plutôt, qu'est-ce que ça te fait à toi de voir tes enfants qui enchaînent les aventures? C'est quoi le problème pour toi? Ève, peut-on avoir à nouveau le lien pour le rapport transgénérationnel Ah, ok. Eh personnalisé? ben, tout de suite va vous changer ça tout de suite. Je change. Donc, pour celles qui veulent s'offrir le rapport transgénérationnel personnalisé, il suffit de cliquer sur le bouton vert. Je rigole de moi parce que je vous avais dit, je vais faire 30-40 minutes de présentation et ensuite 20 minutes de questions. Et je vois que ça va bientôt faire 2 heures qu'on est ensemble quand même. C'est un peu comme le jeudi quand tu faisais, Ah oui, bref, quand je faisais les formations. aux Quand je faisais les formations formations. et que jusqu'à minuit 30, 1 heure du matin, vous y êtes encore, mais il y a une superbe ambiance, On hein. commençait à 8 Ah, heures, c'est alors vrai? on commençait à 20h45 et je leur disais, bon, aujourd'hui, on va essayer de tenir sur 1 heure et demie. Et en fait, à minuit et demi, 1 heure du matin, on y était Ah encore. ouais, mais je peux vous dire qu'il y a une bonne ambiance, donc il ne voit pas le temps passer, hein. Même le chat, il vient me voir, il dit miaou, elle veut pas arrêter, elle veut pas aller se coucher. Delphine, si tu veux si tu as besoin, par exemple, de payer en 3 fois
ton, ton rapport parce que ça te permettrait en fait de te l'offrir et que ça serait plus simple pour toi, tu peux m'envoyer un email. carrément. Ouais, Brigitte, je voudrais bien rencontrer, mais une partie de moi a peur du rejet, je pense. Ok, donc ça c'est intéressant. C'est qui a été rejeté, tu vois, en amour? Tu vois, tout à l'heure j'ai donné plein d'exemples sur le rejet. Tu peux déjà te poser la question, qui aurait pu être rejeté en amour? Par exemple, quelqu'un, voilà, comme je disais, le rejet, finalement, c'est pas la personne qui a été choisie, tu vois, c'est pas une personne de ton clan qui finalement a été choisie, ou alors de se sentir pas désiré par son partenaire, etc., etc. Donc ici, c'est le rejet. Isabelle, depuis ma naissance, j'ai eu le rejet de ma mère. Alors, c'est ta mère qui t'a rejeté, c'est ça? Après, je crois que c'est, Ah, je pense, je vérifie juste si c'est la même ouais. Isabelle. Ouais. Et dans ma vie de femme mariée familiale, je vis encore le rejet, je suis toujours le vilain petit canard. Oui, ben ici, en fait, c'est que les femmes ont du mal à se reconnaître entre elles. Donc ici, c'est de faire un soin, tu vois, pour briser les prédestinés. Tu vois, entre femmes, on n'arrive pas à se reconnaître. Donc, comme on n'arrive pas à se reconnaître en tant que femme, on ne peut pas évoluer en tant que femme et on ne peut pas être vu, on ne peut pas être reconnu, tu vois, pour qui on est. Et c'est exactement pareil pour les hommes, hein. Les hommes ont besoin d'être reconnus par les lignées d'hommes. Donc ici, il faut juste faire un soin alchimique pour pouvoir se libérer de ça et vraiment se reconnaître en tant que femme. Et je ne sais pas derrière si tu as des filles. Ça va être vraiment important que tu reconnaisses tes filles. Et la question, ce serait pourquoi ta mère a eu du rejet pour toi à ta naissance? Est-ce qu'elle voulait absolument un garçon? Parce que ce qui est intéressant quand même, c'est que quand il y a des histoires de «Ah, je suis déçue, j'ai eu une fille, j'aurais voulu un garçon», puis on n'arrive pas à faire le deuil, c'est que peut-être, par exemple, dans la tête de ta mère, c'était avoir une fille, c'est dangereux. Parce que avoir une fille, elle peut être manipulée, elle peut être violée, elle peut être ceci, elle peut être cela, parce que ta mère l'a elle-même vécu ou parce que les grands-mères l'ont vécu. Donc, des fois, c'est aussi une histoire de protection et pas forcément de rejet. C'est-à-dire qu'elles se disent, ben, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant? Cet enfant, elle risque de vivre la même chose que moi, alors que moi, j'avais demandé à un garçon pour qu'elle ne vive pas les mêmes choses que moi. Vous voyez, c'est complexe en fait. C'est facile. En fait, entre guillemets, c'est facile de juger nos ancêtres, mais nos ancêtres, ils ont fait avec ce que eux croyaient bon, avec leurs croyances, avec leur inconscient. Et c'est pas du tout ciblé sur vous. C'est ça qu'il faut. En fait, tout ce qui a pu être fait par vos parents, vos grands-parents, etc., c'était pas ciblé contre vous pour vous faire «Ah, je vais lui faire du mal». Non, c'est qu'il y avait d'autres choses, il y avait d'autres forces en présence. Et plus vous serez dans cet état d'esprit, plus ce sera facile d'être en paix. D'accord? Il y a des choses, en fait, ben, ça leur appartient. Et c'est pas forcément contre vous. Voilà. Ça, c'est hyper important. Euh, Alors, Marie-Sophie. Ouais, Ah, vas-y, non, vas-y. non, mais Ouais, t'attendais que je moi, finisse. moi, j'attends de savoir si t'as vraiment fini. C'est pour ça, à la radio, généralement dit terminé. Terminé. Pour, comme ça, on Terminé. sait, Je te donne la main, mon chouchou. Donc, comment on dit là dans les avions là? you have control. You have control. Et moi, je réponds I have control. Ok. J'accuse réception, je crois. Vas-y, tu peux y aller, chouchou. C'est de la connerie, j'ai pas les commandes, hein, je le disais. Croyez pas n'importe quoi. Marie-Sophie, pour le rapport transgénérationnel personnalisé, on peut le commander jusqu'à quand, même s'il n'y a plus la remise. Alors, la remise, c'est jusqu'à quoi, minuit? Ouais. Et bien après, Et, si tu commandes, tu peux commander quand tu veux. oui, il n'y a pas de. Voilà. Mais il n'y a pas la réduction. Donc, c'est 330 €. Anaïs, même si je garde le contrôle. Vas-y. Oh, ok. I have control. Anaïs, même si j'ai grandi avec des parents qui formaient un couple dysfonctionnel, qui se déchiraient, j'ai quand même eu la chance d'être entouré par des oncles et tantes Ouais. qui s'aimaient et qui étaient plus sains. Est-ce que ça peut compenser? Bien sûr, c'est des modèles. C'est des modèles. Donc forcément, attache-toi à ces modèles-là, en sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un couple, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout beau. Donc ça, c'est important parce que sinon, on peut se faire des idéaux. Et donc, dès que tu vas arriver dans un couple et qu'il y a une petite dispute, tu vas te dire, ah ben en fait, non, c'est comme mes parents, et puis c'est nul.
Non, en fait, c'est de vraiment sentir, en fait, est-ce que la personne qui est avec toi est bienveillante, que des fois, oui, il peut y avoir des coups de gueule, mais qu'en fait, ça ne change rien à votre relation, tu vois. Donc, tu peux pas non plus soit idéaliser un couple parfait, ni un couple totalement dysfonctionnel. Il y a toujours, en fait, comme d'habitude, il faut mettre du gris, hein. Il ne faut pas rester dans le blanc ou dans le noir. Il faut faire du gris. Ça me fait penser un peu au syndrome du prince charmant. Oui, c'est ça. Des gens qui attendent, enfin, qui mettent tellement d'attentes ou qui ont un objectif tellement clair et précis Ouais. qui est peut-être inatteignable Oui, parce c'est que ça. ça n'existe C'est pas. ça. C'est ça. Donc, il faut avoir une vie. En fait, moi, ce que je conseille par rapport à l'amour, c'est pas forcément d'avoir des critères, de poser tous vos critères sur une feuille. Moi, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est à découvrir l'autre et à sentir en fait si l'autre est bienveillant avec vous et si vous pouvez faire un petit bout ensemble. C'est ça le plus important. C'est pas de savoir est-ce qu'il est blond, est-ce qu'il a les yeux bleus, est-ce qu'il est fait ça dans la vie, combien il gagne, machin, etc. Non, ça sert à rien en fait ces histoires de critères. Par contre, c'est d'être conscient de est-ce que cette personne elle est bienveillante avec moi? Est-ce que j'ai envie d'avancer avec elle? Est-ce que j'ai envie de construire des choses plus ou moins long terme? Voilà. Et est-ce que notre relation est assez basée sur la communication pour pouvoir exprimer chacun l'un l'autre nos ressentis et ne pas faire une cocotte minute, c'est-à-dire pouvoir sortir les trucs qui nous dérangent très régulièrement pour éviter de faire la cocotte minute. Donc c'est tout ça en fait à regarder réellement dans un couple et ça vous pouvez pas le marquer sur une sorte de liste de courses. Voilà. Voilà ce que je crois en l'amour en fait. Sylvie, je crois que je ne veux plus être en couple car c'est moi qui pars à chaque fois. Mm. Je me sens par la suite coupable de faire du mal à la personne et ne souhaite pas ça. Ok. Donc c'est qui dans ta lignée est parti d'un couple sans assumer le truc. Tu vois? Parce qu'ici, c'est une question de j'assume, tu vois. La personne, ensuite, elle gère son deuil comme elle a envie de gérer son deuil. Ça ne te regarde pas. La personne, elle est adulte, elle est grande, elle est finie intellectuellement, psychiquement. Donc, en fait, ça ne te regarde pas de comment la personne va vivre son deuil. Donc, c'est ici, c'est quelqu'un qui n'a pas assumé une décision qu'il a pu prendre. Et comme ici, on est dans l'amour, bah, peut-être aller voir une personne qui n'a pas assumé, par exemple, un divorce. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais peut-être que ta mère a divorcé et en fait, parce qu'elle n'en pouvait plus de ton père et que machin et je sais pas quoi, mais en même temps, elle se sentait coupable parce que derrière, il y avait les enfants, il y avait vous. Ah, mais je suis une mauvaise mère. Ah, mais je suis. Peut-être qu'en fait, je me suis énervée pour rien, etc., etc., tu vois. Il y a quelqu'un, en fait, dans le clan qui n'a pas assumé sa décision. Et donc, ce qui fait que chez toi, ça ressort de cette manière-là, où, en fait, ben, je suis avec quelqu'un, je me sépare, mais en fait, j'assume pas la séparation. Qui n'assume pas ses choix? C'est une question d'assumer ses choix. Céline, j'ai du mal à avoir des relations longues et à rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression de ne pas rencontrer d'hommes disponibles autour de moi. Je me sens anormal comparé aux autres pour qui le fait d'être en couple semble si simple. Hmm. Longue et rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression de ne pas rencontrer l'homme disponible. Oui, bah, c'est tout ce qu'on a vu ce soir. Donc, c'est vraiment une synthèse de tout ce qu'on a vu ce soir. Donc, c'est vraiment d'aller dans. Alors, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, mais quand j'ai parlé tout à l'heure, c'était à chaque fois que vous sentez des frissons, des choses qui vous parlent, c'est que vous êtes au bon endroit. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut aller chercher. Donc, pour toi, Céline, parce que tu vois, tu me parles d'hommes indisponibles, tu me parles que tu as des relations qui sont très courtes, tu me parles que tu n'arrives pas à rencontrer les bonnes personnes. Donc, tu vois, il y a un peu tout ça. Et en fait, c'est un peu tout ce que j'ai dit ce soir. Donc, en fait, c'est des fois, la solution, elle vient pas que d'une seule histoire. Ça peut être un mélange de plusieurs histoires, en fait, de plusieurs choses qui se sont passées dans ta lignée et que toi, tu as synthétisé en quelque sorte dans ta vie. Donc, une fois, tu tombes sur un homme marié, une fois, tu tombes sur un gars qui n'est pas disponible, un coup de nana. Bon, voilà. Donc, c'est de réécouter peut-être ce qu'on a dit ce soir et à chaque fois que tu vois, ça te fait des frissons ou que ça te parle, C'est que c'est qu'il y a quelque chose à c'est chercher. dans le mille. Voilà. Oui, ben voilà, tu vois, Isabelle,
Elle dit Isabelle qui s'est sentie rejetée par sa mère, elle voulait pas d'enfant suite à une aventure. Bah voilà, donc tu vois, tu as l'explication, c'est pas contre toi, en fait, c'est contre elle-même, en fait, qu'elle s'en veut, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment important, comme d'habitude, de remettre les choses à leur place. Et c'est pas contre toi qu'elle en a, c'est pas un rejet contre toi, c'est un rejet contre elle-même. C'est elle s'en veut, elle est en colère contre elle-même, d'être tombée enceinte avec une aventure. Commandant, 3 minutes. Ok, ah ok, merci. Donc, donc en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Si vous voulez commander donc votre rapport transgénérationnel personnalisé, vous pouvez cliquer sur le bouton vert. Si vous avez des questions par rapport au rapport, si vous voulez payer par exemple en 3 fois, peu importe, vous m'envoyez un message. Et également, comme c'est plus affiché, si vous voulez commander à moins 50% le programme, donc se libérer des loyautés, se libérer des blocages du transgénérationnel, vous m'envoyez aussi un message, puis je vous enverrai le lien de réduction de moins 50%. Et donc, le programme, donc se libérer des blocages du transgénérationnel est vraiment important. Si ce soir vous avez compris là où vous étiez bloqué, pourquoi vous étiez bloqué, vraiment prenez ce programme parce qu'il va vous permettre de vous débloquer et de rencontrer l'amour. Si par contre c'est encore flou, vous n'avez pas tout bien compris, où est-ce que vous en êtes au niveau amoureux, le rapport transgénérationnel personnalisé va pouvoir vous aider. Voilà. Donc on espère que vous avez appris plein de choses. J'en profite parce qu'il y avait une question en suspens bien plus haut, je ne me souviens plus du prénom. Euh, on pensait qu'elle n'avait pas reçu son rapport, Hmm. mais en fait, elle a rajouté en bas qu'elle n'avait pas reçu le questionnaire. Ah Donc ok. en fait, le questionnaire, il est dans Dans l'espace l'espace membre. membre. Voilà, Donc envoie-moi un petit message et je vais t'expliquer comment aller jusqu'au questionnaire. carrément. Voilà, moi, c'est à jour pour moi. Donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez appris plein de choses. N'oubliez pas aussi de partager tout notre travail auprès de vos amis, de vos sœurs, de vos mères, de vos filles, parce que je sais que ça se fait beaucoup d'ailleurs. Souvent après, derrière les mères, elles achètent pour leurs filles le rapport transgénérationnel, Carrément. etc. Donc je sais que Pour la ça sœur, diffuse, mais je le dis quand même. Et puis j'espère que vous avez appris plein de choses. Euh, et voilà. c'était Patricia, je crois. Ah, c'était pas tout ça. Ah, Envoie-moi un petit message, puis je vais t'expliquer comment tu fais pour y aller. Ok, et ben à très bientôt. Passez une bonne fin de soirée et à très bientôt. bonne soirée.